Caroline, c'est la boss de LinkedIn. En 3 ans à peine, elle est passée de 0 à 150 000 abonnés sur la plateforme et elle a rapidement été sélectionnée pour faire partie du cercle très fermé des Top Voice en France. Elle génère aujourd'hui des millions de chiffres d'affaires grâce à son expertise de contenu. Dans cette interview, je vais décortiquer son succès et surtout obtenir ses meilleurs conseils pour devenir magnétique sur les réseaux sociaux, à commencer par LinkedIn. Aujourd'hui, le reach sur LinkedIn, c'est 20 fois plus élevé que sur Instagram. Caroline Mignot sur Solocrea, c'est parti. Bonjour Caroline. Salut Adam. Bienvenue sur Solocrea, merci beaucoup d'être là. Caroline, tu es entrepreneuse et tu crées beaucoup de contenu, c'est notamment en partie pour ça que tu es là. Tu es notamment très active sur LinkedIn, où tu fais partie des personnalités les plus influentes en France. Tu vas m'en parler un petit peu plus, mais tu es Top Voice, donc c'est un statut particulier sur LinkedIn, dont j'aimerais te parler parce que je le connais assez peu et je pense que ce sera le cas pour beaucoup de personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Tu es aussi très active sur Instagram et sur YouTube, notamment avec ton podcast, Marketing Square. Et j'aimerais justement qu'on commence par parler un peu de ton travail et de ta vision de ça. J'ai l'impression que tu travailles beaucoup, peut-être que je me trompe. Il me semble que tu étais en couple, ou que tu es en couple avec ton associé. C'est ça. C'est ça. Bah non, ça c'est fini hier. Voilà, ouais, tu m'as blessé, exactement. on arrête le podcast. Je voulais de l'authenticité, mais du coup c'est bon, ok, ouf. Est-ce que tu peux me raconter un peu ta vie aujourd'hui, te présenter tout simplement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Si je te fais ma vie là en quelques lignes, j'ai passé 8 ans à New York, je faisais du marketing, j'ai dû gagner ma vie très vite, donc en fait je faisais beaucoup de marketing de performance parce que en général plus tu es proche du revenu dans une boîte, plus tu gagnes bien ta vie. Donc mon job c'était d'acheter de la publicité au plus bas coût. C'est un peu du trading, mais version pour les entrepreneurs. Donc en gros, moi je travaillais pour des marques françaises qui s'implantaient aux US et qui voulaient faire de l'acquisition, c'est-à-dire aller chercher des clients pour la somme la plus modique possible. Donc j'achetais de la pub, je trouvais des canaux ultra héroïstes et c'est un peu ce qu'on a appelé après le growth marketing, qui là-bas est la seule façon viable de faire du marketing parce que le marché est tellement large, tout coûte tellement cher, les coûts d'acquisition, la publicité, là-bas c'est vraiment le double qu'en France. Donc en fait tu as la problématique de ROI en permanence qui drive toutes tes actions. Et j'ai rapporté ces techniques en France puisque du jour au lendemain, j'ai perdu mon visa. Je me suis fait démarcher par une boîte qui a changé d'avis pendant les démarches de visa. Et du coup, un podcast avait titré « Caroline Mignot, virée avant même d'avoir commencé ». Et c'est un peu ça qui s'est passé, même si c'est putaclic de le dire comme ça. Je me suis fait débaucher. J'ai signé ma promesse d'embauche. On a commencé les démarches de visa. Et puis, mon employeur a changé d'avis et je me suis retrouvée à 28 balais en France avec mes yeux pour pleurer, le toit de mes parents sur la tête, plus de mec parce qu'il était resté là-bas. Je rapatrie toutes mes affaires et en fait, je repars à zéro à 28 balais. Je vis pendant 1 an chez mes parents, puis j'achète mon appartement. Tout ça, c'est pendant la Covid. Donc la boucle magnifique, voilà, on est sur une période que je vis pas très bien évidemment. Je l'ai su après, mais je faisais une dépression, mais tout me dégoûtait, je faisais n'importe quoi, je trouvais plus aucun sens à ma vie. Et en fait, cette période, elle a quand même été salvatrice, puisque dans ce moment-là, je me suis perdue. Et parfois, pour se retrouver, le meilleur truc, c'est de se perdre. Et en fait, pendant 2-3 mois, je me suis dit, je deviens géo au Club Med, je monte un studio de pilates, je fais du consulting indépendant en marketing où je trouve un CDI planqué. J'ai fini par prendre un CDI planqué pour me rendre compte au final que toutes mes idées qui n'étaient pas prises dans ma boîte, elles étaient achetées par d'autres, puisque mes potes m'appelaient en permanence. Tous mes potes étaient CMO et ils m'appelaient en me disant « Ah Caro, tu peux m'aider sur ce truc ?» En fait, je commence à faire du consulting. Et là, en fait, je me lance à mon compte. Et le truc qui a tout changé pour moi, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est LinkedIn et plus tard même les réseaux sociaux. Incroyable, je savais pas que t'as commencé à faire du consulting malgré toi. En Oliver Twist, mais à 28 ans. Voilà, j'ai tout perdu. 14 vies. Non mais attends, c'est fou. Attends, et... J'ai commencé le consulting, Adam, ça c'est un fun fact pour le coup, que tu ne sais pas sur moi. J'ai commencé le consulting quand j'étais en alternance, donc j'avais 18 ou 19 balais, et en fait j'étais alternante chez Virgin Mega, qui était à l'époque comme Virgin Megastore, mais la version en ligne. Et mon job, c'était d'interviewer des artistes. Et je rencontre Eric Serra, le compositeur de Luc Besson, qui est une star de la musique électronique. Et en fait, il m'embauche en freelance. Et à ce moment-là, j'ai 18 ou 19 ans et je fais du ghostwriting. Et ça me fait trop rire parce que maintenant, c'est un métier hyper connu et même singé sur LinkedIn, à juste titre parce que tout le monde est ghostwriter. Mais
Sache qu'à l'époque, ce métier n'existait pas trop. On appelait ça agent ou RP. Et donc, je commence le ghostwriting en alternance chez Virgin à 19 ans. Donc, je suis devenue en fait freelance hyper tôt. C'est incroyable. Et juste pour définir, parce que le ghostwriting, j'ai l'impression que c'est quand même très spécifique à LinkedIn et à X à la limite. Mais sur YouTube, on parle souvent de scriptwriting ou d'auteurs qui vont rédiger les scripts, mais c'est vraiment quelqu'un qui va venir rédiger les posts à ta place. Dans le cas LinkedIn, à ta place. Quoi. En gros, tu délègues tes réseaux sociaux et il y a quelqu'un qui raconte des belles histoires à partir de ce que tu as vécu. C'est le poste de scribe, en gros. C'est une bonne situation. On dit comme ça dans l'édition de livres aussi, non? C'est ghostwriter, oui, exactement. Le terme ouais. Ou prête-plume, c'est la version canadienne. Très clair, ouais. J'ai 1 milliard de questions déjà par rapport à tout ce que tu viens de me dire. Petite pause, extrêmement rapide, juste pour te parler de notre plateforme Web Talent, qui permet aux freelances des réseaux de mettre leur profil et leur portfolio en avant auprès des créateurs de contenu. Donc si tu es monteur vidéo, graphiste, auteur ou n'importe quel autre métier qui a les créateurs comme clients finalement, tu peux voir les offres de recrutement qui sont live actuellement sur la plateforme et t'inscrire en 2 clics si tu le souhaites, via le lien en description. C'est complètement gratuit, j'espère que ça t'aidera à trouver de nouveaux clients, et si tu es créateur ou créatrice, j'espère que ça te permettra de recruter la future pépite de ton équipe. Merci beaucoup et retour tout de suite à la vidéo. À quel point LinkedIn a changé ta vie? Enfin, comment est-ce que t'es tombé dedans? Qu'est-ce qui t'a fait commencer, on va dire, ce réseau? Et comment est-ce que t'as explosé dessus? Est-ce que t'avais une stratégie? Comment ça s'est passé? Évidemment, pas de stratégie. La stratégie, c'est dos au mur. En gros, j'ai pas le choix. Je viens de me lancer. À l'époque, je lance un logiciel qui fait du marketing. Donc, je suis une femme dans la tech. Autrement dit, population invisibilisée, mais en même temps, on le sait aussi tous les deux, il y a un moment où faire des reproches aux autres, en fait, ça te fera pas avancer. Donc, je me suis dit, ah tiens, personne m'invite dans les médias, je vais lancer mon propre média. Et le truc qui a immédiatement marché pour moi, c'est LinkedIn, parce que j'étais anti-réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours été un peu, j'allais dire une première de la classe, mais tu vois, j'ai toujours eu un sociotype un peu rat de bibliothèque. J'adore apprendre, j'adore les chiffres, et j'ai un côté un peu nerd, un peu geek, qui au final n'était pas du tout bankable sur Instagram. Donc moi, je suis quelqu'un qui me suis dit toute ma vie, les réseaux sociaux, c'est pas pour moi, c'est le miroir aux alouettes, c'est que du fake, ça m'intéresse pas. J'ai jamais fait de selfie, j'ai jamais même eu une photo de moi, ça me fait très rire, parce que les photos de moi ont commencé il y a 3 ans, et maintenant j'ai un tournage par semaine, donc il y a beaucoup de photos, mais tu trouveras très peu de photos de moi de 21 à 28 ans, parce qu'en fait, ça m'intéressait pas du tout. Et ce qui fait que je suis tombée dedans, c'est que les résultats ont été immenses. Et dès que j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn, sur mes sujets, à faire du leadership d'opinion, à l'époque, c'était, ça me rajeunit pas de dire ça, mais on postait juste des posts, c'est-à-dire on mettait même pas une image. Il y avait un reach de ma boule. Aujourd'hui, le reach sur LinkedIn, c'est 20 fois plus élevé que sur Instagram, parce qu'il y a moins de barrières à l'entrée, il y a toujours moins de gens qui postent en proportion. Et donc, c'est une scène magistrale pour les entrepreneurs. Incroyable, j'ai très hâte que tu m'expliques tout ça, parce que là, d'un point de vue extérieur, moi qui suis un peu présent du coup sur Insta et LinkedIn, j'ai aucun de ces 2 réseaux qui est ma spécialité, on va dire, mais j'ai l'impression que le reach est quand même un peu plus important sur Instagram en moyenne. Et j'ai l'impression que LinkedIn était peut-être moins difficile avant aussi, où tu pouvais faire des posts qui cartonnaient avec que du texte. C'est toujours possible aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile. Donc il y a sûrement plein d'apprentissage et d'expériences que tu as et que tu vas pouvoir nous partager sur ça. Mais donc tu as commencé en gros à parler de marketing directement sur LinkedIn en lançant ton média, et donc tu parles de ton podcast Marketing Square, j'imagine. Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consiste? Donc tu parles de, comme son nom l'indique, de marketing, j'imagine, dessus. Exactement. Je parle de marketing, mais je parle surtout de faire son propre marketing. Ce qui est le nouveau founder mode, en fait, c'est comment est-ce que tu apprends à mieux te vendre, parce que tu es le premier commercial de ta boîte. Et d'autant plus à l'ère de l'IA, on va parler de l'IA juste après, c'est d'autant plus un monde de solo créateur, solopreneur qui est en train de se lancer, parce que les gens se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin d'équipe. Mais si tu n'as plus besoin d'équipe, tu vas plus avoir de commerciaux pour remplir ton pipe en automatique. Donc, tu es obligé, en tant que fondateur, de comprendre comment est-ce que tu dois communiquer sur ton business auprès de tes clients, auprès de tes investisseurs, auprès de tes partenaires, et même pour attirer tes futurs talents, qui sont certainement des solopreneurs aussi, dans un monde de freelance. Mais en tout cas, tu as besoin aujourd'hui de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clair et net. Tu prêches un convaincu. Donc, clairement. Et du coup, le constat que je fais, c'est qu'à chaque fois que je suis allée chercher un nouveau média autour de mon expertise, le marketing, mais plus globalement autour de comment mieux se vendre,
En fait, les audiences étaient là parce que les audiences, elles sont partout aujourd'hui. Donc moi, quand j'entends des gens me dire Caroline, est-ce que ça vaut le coup selon toi que je me mette sur TikTok ? C'est un no-brainer. Aujourd'hui, quand tu vois à quel point la recherche, elle devient sociale, les mecs qui me disent ça vaut le coup d'être sur Insta ou sur LinkedIn, ça me rappelle ceux qui avant disaient tu penses que ça vaut le coup d'avoir un site internet ? Parce qu'on n'est pas encore sûr. En fait, c'est ceux qui ont déposé des noms de domaine hyper malins et qui, aujourd'hui, avec vendre sur internet.com, se font des revenus passifs de ma boule. Mais c'est la même chose qu'on est en train de faire en se référençant sur les plateformes sociales autour du marketing, autour de la solo-création, YouTube. En fait, on achète des mots-clés gratuits en faisant du contenu. Et ça va faire que au moment où la recherche devient de plus en plus sociale, notamment avec l'IA, et tu es pas sans savoir, au moment où on enregistre ce podcast, Instagram vient d'ouvrir les vannes pour qu'on puisse référencer nos posts sur les profils créateurs Insta. Ça veut dire que, et d'ailleurs, ça vaut le coup, si tu veux protéger tes données, ça vaut le coup que tu changes le mode créateur parce que par défaut, Instagram nous impose maintenant, si tu es en mode créateur, tu partages sur les moteurs de recherche toute ta data, tes photos, tes textes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu veux faire un nettoyage dans 2 ans, bonne chance pour enlever une empreinte qui se trouve sur Google et qui remonte dans ChatGPT. Parce que pour désindexer, c'est très long. Exactement. Voilà. Même quand on demande au moteur de recherche de désindexer, c'est pas immédiat, ça peut mettre des mois, voire plus. C'est pas très précis en tout cas, et ça peut mettre très longtemps. Ça, c'est le risque. Mais l'apprentissage, l'opportunité, elle est énorme aujourd'hui. La recherche devient sociale. Donc en fait, tu peux pas te poser la question de est-ce que ça vaut le coup ? Tu dois shooter partout, sur tous les réseaux, et trouver la bonne méthode pour ça. TikTok, c'est devenu le moteur de recherche numéro 1 des jeunes aujourd'hui. Ouais. Bien sûr. J'ai l'impression d'être un boomer en disant ça. Et YouTube est la première chaîne télé regardée. Donc en fait, là, on se rend compte que c'est plus les réseaux sociaux. C'est tes canaux d'acquisition. Est-ce que tu veux continuer à payer de plus en plus cher pour une publicité que tu vas pouvoir de moins en moins traquer parce qu'on a la problématique de protection de vie privée ? Ou est-ce que tu veux investir sur ta marque personnelle et développer un asset qui va te rémunérer pendant des années ? Carrément. Je suis curieux, du coup, tu parlais beaucoup de ROI au début et que c'est un peu ta zone de génie aussi. De comment est-ce qu'on traque justement son ROI en organique, parce que je sais que c'est quelque chose qui freine beaucoup de marques et d'entreprises. Donc les créateurs, il y a vraiment ces 2 populations-là que je distingue un peu, qui sont les créateurs de contenu qui sont là pour faire du reach, on va dire, et qui vont pas prioriser, on va dire, le ROI et la monétisation. Et il y a les entreprises qui se disent, si j'investis X euros sur du contenu YouTube, par exemple, est-ce que j'ai un retour immédiat ou plus ou moins immédiat en tout cas ? La réponse est souvent non, avec ce type d'asset-là que tu construis. Donc je suis curieux d'avoir ton point de vue dessus après. T'es présente sur TikTok ? C'est le bon mot, je suis présente. J'ai même pas l'app TikTok sur mon téléphone. C'est pas un réseau social qui m'épanouit aujourd'hui. Et je pense qu'on va en parler. Mais pour vraiment craquer un réseau social, il faut l'aimer. J'en suis persuadée aujourd'hui. Et il faut en adopter les codes, tu le sais, avec YouTube. C'est pas du tout les mêmes codes sur LinkedIn, sur Instagram et YouTube. Ça veut pas dire que tu peux pas lancer le même contenu. Ça veut dire qu'il y a des adaptations à faire. La miniature, en fait, il faut changer le packaging. La miniature, les captions, parfois tes accroches. Nous, on fait beaucoup chez Agence Personnelle du multi-hook. Donc, en fait, on va shooter la même vidéo, mais avec des accroches qui sont différentes d'une plateforme à l'autre. Et on voit que les audiences répondent différemment. Mais il y a des petits hacks comme ça pour pas avoir besoin de produire des vidéos en masse, mais avoir un vrai carrefour de ROI à partir de la même pièce de contenu. J'allais te poser la question après, mais du coup, raconte-moi un peu, Agence Personnelle, pour les personnes que ça intéresserait, c'est quoi le concept Le concept, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas être un fondateur, tu peux pas être un entrepreneur sans utiliser tes canaux, parce que tout le monde se fiche de suivre ta page entreprise LinkedIn, tout le monde se fiche de suivre ton compte pro sur Instagram. Les gens ne veulent pas suivre des entreprises, ils veulent suivre d'autres gens. Alors, ça peut être tes employés, bien sûr. Ça peut être tes consommateurs. On appelle ça le user-generated content. Ça marche bien aussi. Mais la vanne, aujourd'hui, d'acquisition la plus incroyable et la plus héroïste pour les entreprises, c'est le fondateur et ses canaux. Et ça t'impose peut-être de devoir mettre en archive tout ton compte Instagram. Ça t'impose peut-être de devoir, au début, selon toi, faire le singe sur LinkedIn. Mais en fait, le ROI est tellement monumental qu'une fois que tu as croqué dedans, une fois que tu as le goût du sang, t'es mordu. Les mecs, ils arrivent au début, ils disent « Ah non, mais moi, je veux pas être influenceur, je veux pas poster sur les réseaux. » Ils font 2 posts, ils remplissent leurs leads commerciaux et ils me rappellent et ils me disent « Ok, j'en veux encore. » Ça devient des tox. Parce qu'il y a vraiment aujourd'hui, dans les schémas d'acquisition modernes, tu as le personal branding qui est le schéma d'acquisition qui est le plus nouveau. Donc, il y a une barrière à l'entrée qui fait que tu vas te régaler, tu vas prendre le marché très vite à partir de rien. Et en plus, le revenu, la marge, elle est folle.
Parce que ça t'a coûté un post sur les réseaux sociaux qui va vivre 72 heures. Toi, tu travailles sur YouTube. Donc, il y a d'autres exemples où, en fait, potentiellement, ça vit pendant 3 ans. Un bon contenu. Shubham Sharma, que tu connais, lui, il fait des contenus vache à lait, evergreen sur Notion. Ça lui vend sa formation pendant 3 ans. Donc, c'est pareil si tu as un SaaS, si tu as un logiciel en ligne. En fait, réfléchis à cet outil qui est vient nourrir toute la chaîne de valeur de ton entreprise. 2, te référencie sur tes sujets. 3, te positionne et fait en sorte que même tes concurrents potentiellement se disent putain, il faut que j'y aille. Et 3 et 4, te rapporte une marge folle parce que derrière, en fait, t'as pas besoin de payer un closer. T'as pas besoin de payer un SDR, un commercial qui va démarcher. Tu as juste besoin, en fait, d'aller semer les bonnes graines de contenu, de te référencer. Et derrière, tu remplis tes rendez-vous, ton pipe, tes consultings, quoi que tu vendes, en fait. Ça crée déjà le lien de confiance dont il y a besoin. Qui viennent en fait créer tous ces SDR. Ça va dans la crédibilité et l'autorité. Effectivement, ça te rapporte aussi des opportunités presse. Enfin, je pourrais honnêtement, toute la chaîne de valeur que ça irrigue dans ton entreprise, ça te permet aussi de recruter. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, Dior me fait faire des conférences. Pourquoi ? Pour former ses alternants. Alors les gens me disent, mais pourquoi t'irais former des alternants ? Ils restent 2 ans, ils partent. Ça, c'est la vision, en fait, c'est l'ancien monde. Aujourd'hui, le nouveau monde, c'est que Dior a compris que pour aller attirer des alternants, faut que ce soit leurs alternants qui prennent la parole et qui disent, ici, c'est cool. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, ça... Aujourd'hui, en fait, faire parler les gens sur les réseaux sociaux, même tes employés, ça a un impact monstre parce que les gens font confiance à quelqu'un qui leur ressemble. Clé numéro 1 dans la vente, tu mets en face du mec à qui tu vends un mec qui a les mêmes codes. Tu vends à un CEO, je veux que tu sois en costard cravate. Tu vends à un start-upper, je veux que tu sois jean brut, t-shirt. Évidemment, tu as compris, ça se limite pas à ça, mais il faut que tu sois un yes man, il faut que tu sois la personne qui, quand il y a ton mec qui arrive et qui veut acheter, il faut que la personne en face elle se dise « Ah, mais on parle le même langage, il est déjà d'accord avec moi ». Et du coup, ça fait que sur les réseaux sociaux, si tu veux vraiment faire une com qui cartonne pour ton entreprise, il faut que tu l'incarnes et c'est ça, le nouveau founder mode. C'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter, c'est quoi ma vision et ça va faire venir tout le monde à toi. C'est très clair, j'ai plein de questions pareilles, je vais y revenir après parce que si on dézoome un grand coup, on va dire, sur la création de contenu sur toutes les plateformes, et c'est particulièrement vrai sur les plateformes vidéo, il y a, comme je disais, un peu ces 2 populations, ceux qui vont optimiser pour faire le plus de reach possible, sans forcément avoir de ROI, donc créer du contenu qui souvent va être plutôt divertissant. Et tout ce dont toi tu viens de parler, il y a quand même un aspect très important qui est de devoir apporter de la valeur dans le contenu que tu crées pour que la personne se reconnaisse, que ça crée ce lien de confiance, et que ce soit pas juste, on va dire, faire le plus de vues possible. Là, toi, avec tout ce que tu dis, tu vas chercher à faire peut-être moins de vues, mais beaucoup plus qualifiées, qu'un reach infini, mais de personnes qui vont être pas du tout engagées, quoi. En juin est sortie sur LinkedIn une fonctionnalité qui est très intéressante et dont ne dispose aucun autre réseau social. Tu peux, en cliquant sur n'importe lequel de tes posts, de façon rétroactive, c'est-à-dire avant juin, voir toute la traction de ton post sur ton profil, sur ton nombre d'abonnés et sur les clics du bouton Premium LinkedIn, ce qu'ils appellent donc ton call to action. En gros, visite mon site, book un rendez-vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur LinkedIn, seulement à l'heure actuelle, tu es capable de voir le delta entre le nombre de vues générées sur ton post, qui est, comme tu l'as dit, vanity. Tu peux avoir 100 000 vues sur un post et rentrer 0 lead. Tu peux avoir 1200 vues et signer ton plus gros client. Donc, il faut faire attention à ce qu'on appelle la qualification d'audience en marketing. Donc, cette nouvelle fonctionnalité va te permettre de voir à partir de quel post tu as généré le plus d'entrées, de clics vers ton site internet, le plus de visites sur ton profil. Et en fait, la visite sur ton profil aujourd'hui, on le sait, c'est un vivier de conversion. C'est la personne arrive depuis le post de Adam, se dit « Ah tiens, ça fait 2-3 fois que j'ai vu ce mec, je vais cliquer sur son profil, je vais voir ce qu'il fait. » Va se dire « Ah mais c'est génial, il fait du YouTube. Ah, il a un podcast si c'est un auditeur potentiel. » Et en fait, à partir de là, en fait, tu convertis. Tu ne convertis pas à partir d'un post. Il y a un vrai tunnel de conversion sociale et il faut le maîtriser. Et les gens qui disent « J'arrive pas à traquer le ROI », ils ont un parcours de conversion qui est complètement fêlé. C'est la base. Quand tu as du mal à traquer ton ROI, c'est que tu n'as pas un parcours qui est stable. Tu vois, à partir du moment où tu me dis mon tunnel de conversion, c'est on arrive d'un poste, de là on prend rendez-vous, je renvoie vers un commercial, le commercial dit, je te dis une bêtise, comment vous nous avez connus, ou alors le Calendly dit de façon déclarative par qui arrivez-vous chez nous avec un menu déroulant.
En fait, il y a plein aujourd'hui d'opportunités de traquer ce qu'on appelle l'attribution. D'où vient le lead, d'où vient le clic. C'est juste que les gens ont en général un parcours de conversion de flemmard. Et du coup, ils finissent par dire « Ah, mais les mesures sociales, c'est compliqué. » C'est pas la mesure sociale, c'est pas les réseaux sociaux le problème, c'est ton parcours. Pour la défense de tous ces gens-là, c'est vrai que c'est relou à mettre en place. Une fois que tu sais faire, moi je sais que j'ai mis, ça fait des années que j'entreprends, que je suis un peu présent sur les réseaux et tout. C'est assez récent, moi, le fait d'avoir un funnel, parce que finalement c'est un funnel, vu que là on parle vraiment de l'aspect marketing, comme un site internet ou des publicités un peu classiques. Moi c'est assez récent, le fait que j'ai des UTM par exemple, en tout cas des moyens d'attribuer les prospects, etc. Là, tu es vraiment un bon élève. J'allais pas aller aussi loin. Aussi loin, ouais, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre option. Sur un lien en profil LinkedIn, par exemple, si tu mets pas du TM, c'est mort, quoi. Ouais. Ou alors, il faut que ce soit du déclaratif. Et ça, c'est chiant à faire. Ouais, c'est chiant à faire, mais une fois que tu l'as fait une fois, en fait, tu arrêtes de dire mes posts font des vues, mais ça ne convertit pas. Il y a deux options. Ton post fait des vues, mais ça ne convertit pas. Peut-être que tu qualifies pas. Du coup, tu attires que des touristes. Et dans l'eau, même si tu as 100 000 vues, il y a très peu de personnes vraiment intéressantes. Mais en général, et dans 90% des cas, et c'est ça que les gens ne regardent pas, le problème ne vient pas de ton contenu, le problème vient de ton tunnel. C'est-à-dire que quand on arrive sur ton profil LinkedIn, on comprend rien à ce que tu fais. On n'a pas envie de s'abonner parce que ta promesse, elle est pas claire. On n'a pas envie de cliquer sur rendez-vous parce qu'on se dit qu'en fait, on comprend pas trop la valeur de ce que tu vends. Et au final, tout ça fait que ton contenu, il a peut-être eu 100 000 vues, mais t'as pas d'abonnés, t'as pas de visite sur ton profil et t'as pas de clics sur ton site. Très clair. J'ai très envie que tu m'expliques juste après comment est-ce qu'on crée un bon contenu qui convertit justement, notamment sur LinkedIn. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur l'aspect Top Voice. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que ce statut de Top Voice? Est-ce que ça change à ta vie? Est-ce que t'es une méga star, ça t'ouvre des portes de fou? Est-ce que c'est juste un badge? C'est LinkedIn qui te le met manuellement? Est-ce qu'il y a un seuil à atteindre? J'ai aucune idée de comment ça marche. C'est quoi? En fait, ça fascine vachement les gens, les Top Voice, parce que LinkedIn, c'est aussi un des réseaux sociaux les moins loquaces, les moins verbeux. LinkedIn ne parle pas. LinkedIn, c'est un peu, je pense, si c'était un sociotype, LinkedIn, ce serait le Asperger des réseaux sociaux. C'est un réseau social qui va très en profondeur sur un truc et qui néglige complètement la communication. Donc, ils ont beaucoup de succès. Ils sont très brillants. Ils ont réussi à craquer un truc. C'est le premier réseau social professionnel. Il y a 1 milliard d'utilisateurs. Un nouveau membre toutes les 3 secondes, c'est énorme. Mais à côté de ça, ils ne font aucune com. Le gros problème aujourd'hui qu'a LinkedIn, c'est qu'on comprend rien à ce qu'ils font. Les Top Voice, c'est un peu comme la lettre de Poudlard. Tu reçois, pour les fans d'Harry Potter, les autres, lisez Harry Potter, c'est tout. Tu reçois un email qui vient d'un no-sender. Nice. Donc tu peux pas répondre. Tu sais pas d'où ça sort. Du jour au lendemain. Et pareil, il y a pas de date. Il y a des vagues dans les Top Voice, mais il y a jamais de date. Tout d'un coup, il y a une main invisible qui te dit tu viens d'être Top Voice. Est-ce que tu souhaites mettre le badge sur ton profil? Et il y a tellement de mystère dans cet email qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est un scam, notamment des gens qui sont d'un certain âge, un peu plus âgés que nous, mais qui me disaient « Caro, j'ose pas cliquer, c'est un spam, tout ça ». Et parce qu'en fait, il n'y a aucune communication préalable. Il y a une opacité folle autour de ce programme. On ne comprend pas, genre, qui fait ses choix, tous les combien c'est fait. Il y a eu des Top Voice thématiques à un moment. Il y a eu Top Voice Entrepreneuriat, Top Voice Sales. Maintenant, c'est redevenu le badge bleu. À un moment, ça s'appelait Programme Influenceur. Donc, en fait, il y a beaucoup de nébuleux sur ce programme. Long story short, si je dois te résumer, qu'est-ce que ça a changé pour moi? J'ai reçu cet email nébuleux, venu de nulle part. Moi, je sais qui fait aujourd'hui les nominations Top Voice. C'est l'équipe rédactionnelle de LinkedIn. J'ai reçu du coup cet email. J'ai été choisie par l'équipe rédactionnelle de LinkedIn parce que mon contenu était considéré comme qualitatif sur ma niche, l'entrepreneuriat, par exemple. Mais aujourd'hui, les Top Voice, c'est des happy few. Il y en a très peu. C'est très aléatoire et en fait, ils vont déterminer quels sont les sujets clés. Je te donne un exemple. Ils vont se réunir, ils vont se dire « Ok, 2026, on veut santé mentale, on veut inclusion et diversité et on veut potentiellement entrepreneuriat. Ou peut-être créateur économie. » Et en fonction de ça, ils vont prendre des têtes comme ça. Il n'y a pas de chiffre précis. Le nombre à chaque fois diffère. Les personnes, par contre, qui les choisissent sont toujours les mêmes. C'est la rédaction LinkedIn Actualité.
et ils vont juger la qualité de ton contenu. Et c'est pour ça que ce badge est très regardé. C'est que contrairement à Instagram où tu peux l'acheter, à Twitter où tu peux l'acheter, à YouTube où c'est volumétrique. Tu as 100 000 abonnés, tu reçois le fameux trophée qu'on va voir derrière ton studio. En fait, ici sur LinkedIn, ça peut arriver à quelqu'un qui a 600 abonnés comme à quelqu'un qui en a 200 000. Et il y a des gens, il y a beaucoup même de créateurs qui aujourd'hui m'appellent et me disent « Caro, LinkedIn m'en veut, je comprends pas, j'ai 200 000 abonnés, j'ai tout fait comme il faut et je suis pas top voice. Quel est le problème ?» Et en fait, il n'y en a pas. LinkedIn, ce ne sont pas ses critères, le nombre d'abonnés, ce ne sont pas ses critères, le reach, ce ne sont pas ses critères, le nombre d'engagements. Il suffit que tu aies fait un super post où il y a une qualité éditoriale folle et tu vas être élu top voice. Il y a un mec qui avait eu le badge en faisant que des commentaires. Mais non. Si. Il travaille chez LinkedIn. Non. T'imagines le plot C'est le fils du patron. Ouais, voilà. Non, c'est vraiment la qualité de tes apports à la communauté. Et là où je trouve LinkedIn absolument génial, et moi, ça restera toujours ma plateforme de cœur. LinkedIn, même si comme toi, je fais plus de reach sur Instagram maintenant, LinkedIn, aujourd'hui, c'est le seul réseau social, c'est pour ça que je dis c'est un Asperger. Leur focus, c'est la qualité. Et ils ne dérogent jamais là-dessus. Ils se fichent du nombre d'abonnés, ils se fichent du reste. Et ça fait quoi, du coup, quand tu as le badge Top Voice? C'est qu'effectivement, c'est un vrai sésame. C'est une vraie récompense. C'est pas, peut-être elle a acheté. C'est pas, oui, mais ça fait 5 ans qu'elle est là. C'est en fait, waouh, elle a tapé dans l'œil de la rédaction. C'est un peu le tableau d'honneur des jeunes professionnels. C'est un vrai tampon et gage de qualité, quoi. Okay. Bon, ça me rassure un peu. Parce qu'il me semblait que c'était flou. Il n'y a aucune condition. C'est juste pas. Même toi, tu sais pas. En gros, c'est ce que tu viens de me dire. Tu ne le sais pas et ça change sans arrêt. Comme tu peux le perdre, ce badge Top Voice. Tu peux le perdre, ouais. T'es bien renseigné. Tu peux le perdre si t'enfreins les conditions de LinkedIn. Tu peux aussi être viré du programme créateur. Parce que oui, les gens ne le savent pas, mais LinkedIn a aussi un programme créateur. C'est juste que les créateurs managers managent 120 profils. Donc, ils sont pas, c'est pas nos agents, tu vois. Mais effectivement, on a un accès. Alors, pareil, c'est assez nébuleux de l'extérieur, mais tu es choisi pour avoir des accès prioritaires. En France, par exemple, quand ils sont sortis les Room Audio, j'étais dans les premières personnes à le tester. Ils ont donné l'accès à 5 créateurs en France. Donc, en fait, tu as des exclusivités, les groupes, les newsletters, je les ai eu aussi en bêta-test. Et ça fait en plus qu'effectivement, LinkedIn, en fait, se dit... les Top Voice, c'est un gage de qualité. Donc, quand tu fais partie du programme Top Voice, tu as accès à des features, des nouvelles fonctionnalités en avant-première. Et quand tu es dans les petits papiers, en fait, ils se disent, OK, il y a 5 fois où j'ai donné accès à ce mec-là sur ma nouvelle fonctionnalité. Et en fait, il fait la com pour moi et il fait une com qui est honnête, qui est experte. Je sais que je peux y aller les yeux fermés. Donc, c'est assez lunaire. Et souvent, les gens me disent, oui, demande à LinkedIn de remettre les stories. J'ai aucun pouvoir sur les fonctionnalités. Mais par contre, LinkedIn, souvent, me donne accès aux fonctionnalités en avant-première parce que je suis identifiée marketing, vente, et que pour eux, c'est du pain béni parce que je vais leur faire leur contenu. On est sur un vrai échange win-win où moi, j'ai une exclusivité. Tu vois, c'est là où les fondateurs sont devenus des médias aussi. Moi, j'ai une exclusivité, donc je sais que ça va parler à mon audience, les entrepreneurs. Et LinkedIn, je fais la com à leur place, donc c'est tout bénef. C'est vrai que toi, tu es vraiment le profil parfait de leur point de vue. Enfin, il y a sûrement plein d'autres top voice dans d'autres domaines, industrie, etc. Mais pour le coup, toi, ça marche assez bien de ce point de vue-là. Mais j'imagine que c'est pas ça le plus gros avantage ou ce qui te plaît le plus, on va dire, dans le fait d'avoir ce badge-là. Est-ce que ça t'a ouvert des portes ou permis d'avoir des opportunités que tu n'aurais pas eu sans ce badge? C'est quoi l'impact concret un peu? Ou est-ce que c'est juste un peu vanity, comme tu disais, c'est juste cool de l'avoir? Ouais, il y a beaucoup de légendes sur le badge Top Voice, par exemple. On me dit souvent, mais rarement en public, mais dans des conversations que j'ai en privé, on me dit souvent, Caroline, ça t'amène plus de reach. Ça fait plus de portée, le badge, dis-moi la vérité. Et c'est marrant parce que c'est vraiment une énorme légende. Et ça, c'est dû au fait que les gens se renseignent peu sur les algorithmes. Et en fait, tu dois comprendre, c'est comme si tu investis dans l'immobilier, tu vas pas faire la bonne affaire si t'as pas craqué le code de l'immobilier. C'est exactement pareil avec LinkedIn. Si tu t'es pas renseigné sur les bons quartiers, le prix au mètre, comment on accède au black market, si tu t'es pas fait ton réseau, en fait, ça marchera pas. C'est pas l'algo, c'est pas une main invisible qui dit ça y est, elle est élue. Ou pour le coup, l'algorithme répond à des signaux humains. Donc en fait, si tu comprends les codes de la viralité, comment fonctionnent les algos, ce qui valorise, tu comprends aussi qu'il n'y a pas de mystère sur les réseaux sociaux. Faut retenir l'attention. MrBeast disait ça. J'avais assisté à une conférence de lui à Los Angeles il y a 2-3 ans, mais ça reste toujours vrai, je pense.
c'est que l'algorithme YouTube, parce que tu parlais des packages, des miniatures, etc. En fait, il y a un espèce d'overthinking de la part de beaucoup de créateurs sur toutes les plateformes, mais en fait, l'algorithme à la fin, c'est une amplification du comportement de l'audience. C'est un effet de levier Bien un sûr. peu. Et c'est la même chose sur LinkedIn, du coup, Ouais. c'est-à-dire qu'il va juste amplifier le fait que les gens aiment ou n'aiment pas et Exactement. pousser ton post en fonction, quoi. Et ceux qui réussissent sur les réseaux sociaux sont des gens qui sont magnétiques aussi dans la vraie vie. Ça veut pas dire qu'ils parlent beaucoup. Ça veut pas dire que c'est des crieurs, que c'est des gens qui parlent fort ou beaucoup. Mais c'est des gens qui ont la capacité de capter l'attention et de la retenir. C'est tout. Et c'est pour ça que, en général, les profils créateurs, c'est pas des gros extravertis. T'as beaucoup d'introvertis, mais c'est des gens qui vont avoir une parole juste. Et tout d'un coup, en fait, quand ils parlent, tu vas les écouter. Donc, nous, c'est comme ça qu'on détecte aussi chez Agence Personnelle la grosse part de notre réussite, c'est qu'il y a un casting à l'entrée. Ça, les gens ne le voient pas. On nous dit « Ah, vous faites péter les gens sur les réseaux sociaux ». En fait, il y a plein de gens qu'on ne comprend pas parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui ont du mal à avoir de l'émotion dans leurs paroles. Et quand tu as pas d'émotion dans ta parole, tu as du mal à devenir viral, tu as du mal à capter l'attention et à la retenir. Et pour revenir du coup sur ta première question qui est qu'est-ce que ça apporte le badge Top Voice ? Ça n'apporte pas plus de vues. C'est une légende totale. Ce qui apporte plus de vues, c'est cette capacité-là. Ça n'apporte pas nécessairement plus d'audience, donc je gagne pas plus d'abonnés parce que j'ai le badge. Je pense que, comme sur Instagram, ça crée un effet d'autorité qui fait que je dois faire plus d'acquisitions. Mais ma courbe d'abonnés n'a pas changé, puisque moi je traque tout, donc je peux te le dire, ma courbe d'abonnés n'a pas changé. Par exemple, un truc très avéré, quand j'ai eu 10 000 abonnés sur YouTube, ma courbe d'abonnés a changé. J'ai vu l'effet 10 000. Donc parfois, quand tu es créateur, tu vois l'effet 10 000, 50 000, 100 000, tu vois que tu as une accélération de ta courbe d'abonnés. Moi, le badge LinkedIn, j'ai traqué ça, ça ne m'a pas fait plus d'abonnés. Ce que ça a changé, c'est plus d'opportunités de conférences. Parce que c'est vraiment le tableau d'honneur. Donc en fait, quand les gens voient que tu as le badge bleu, comme les gens savent que c'est pas sur le volume, que c'est pas un truc qu'on peut acheter, ils se disent « Ah oui, d'accord, elle a été prise par la rédaction éditoriale de LinkedIn, un peu comme porte-parole. Si elle vient, elle va pas me faire le speech d'influenceuse à 2 balles et me répéter la même chose qu'à côté. C'est un gage de qualité éditoriale. » Ce que ça a changé aussi, je pense, c'est la social proof. Ça crée un très bon icebreaker. Je vais vous définir ce que je viens de dire. Ce que ça change, c'est la preuve sociale. C'est ça qu'on appelle social proof. C'est le fait qu'en fait, quand les gens te parlent, c'est comme quand tu as un tatouage. Ils se disent « Ah tiens, elle a quelque chose en plus. » C'est un profil qui se démarque. Et c'est un peu comme quand tu vas en soirée avec un tatouage sur le cou. Tout de suite, ça crée de la conversation parce que ce badge-là, il y a de la rareté, il y a de la scarcity. Les gens se disent « Ah, mais tout le monde ne l'a pas, c'est un bon terrain de conversation. » Et ça, c'est vrai que ça m'a ouvert des portes. Le reste, comme je te dis, le reach chez les abonnés, pas du tout traquable. Le fait d'avoir plus d'opportunités presse, prise de parole, conférences, plateau télé, peut-être certainement, et le fait que ce soit remarquable, tu te démarques, oui. Les conversions peut-être sur les clics du profil ou les leads, etc. Honnêtement, autant j'ai vu des paliers dans mon nombre d'abonnés, je vois que ça crée de la confiance, autant j'ai pas pu traquer le fait que avant ou après le badge bleu, j'ai eu plus de clients. Ce serait faux de te dire que j'ai eu plus d'acquisitions. Les clients que ça m'a éventuellement ramené, c'est les opportunités presse, c'est vrai. Ça m'a ouvert, je pense, des plateaux télé, des conférences. Sur les clients lambda, entre guillemets, pour agences personnelles, tout ça, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup d'impact. Non. Très clair, très intéressant. C'était très flou, ça l'est moins maintenant pour moi. Si on résume en une phrase... Quelqu'un qui aurait l'objectif de devenir Top Voice LinkedIn, tu lui conseillerais quoi ? C'est quoi les étapes un peu à suivre ? Le badge Top Voice, il récompense pas la quantité, il récompense la qualité. Donc il faut mieux que tu fasses un énorme banger, un post qui vraiment secoue le monde du travail sur un sujet un peu tabou, un sujet sous-coté. Il faut mieux que tu fasses cet excellent post-là qui va attirer l'œil de la rédaction que 10 000 posts éclatés écrits sur ChatGPT. Parfait, merci. Excellente transition en plus. Je voudrais qu'on parle du bullshit LinkedIn, le fameux SMIC, le SMIC LinkedIn que tu connais peut-être aussi, le fameux à 10 000 € par mois, qui arrive sur X d'ailleurs, j'ai l'impression. Alors peut-être que c'est mon algo qui fait ça, mais et des posts rédigés par IA, voire du mélange des deux, des posts bullshit rédigés par IA. Ça c'est les meilleurs. Là c'est le cocktail Molotov, on les adore. Ça c'est quand même assez récent. Toi t'es sur LinkedIn depuis quand, du coup, vraiment en mode sérieux ?
En tout, de l'époque de Viadeo. Je suis sur LinkedIn. Je pense que j'ai créé un profil LinkedIn quand j'étais en master et qu'on a eu un cours de réseaux sociaux. On nous apprenait à faire un profil. J'ai un profil LinkedIn depuis longtemps. Je poste depuis 2022, je dirais. Ah, t'es vraiment actif depuis 2022 du coup. J'ai commencé à faire des posts sur le marketing. Et ce qui a très bien marché, c'est qu'en parallèle de mon CDI, j'étais prof en école. Et pendant la Covid, mes poussins, mais on dit plutôt des poulains, tous mes élèves, en fait, la plupart du temps, ils se sont fait geler leur stage. Donc, ils m'ont dit, Caro, j'ai perdu mon stage, j'ai perdu mon alternance, comment je fais? J'ai le bec dans l'eau. Et en fait, je leur ai dit, moi, j'avais un énorme réseau, déjà parce que j'avais travaillé dans le marketing depuis 10 ans. Donc, je leur ai dit, peut-être pas 10 ans à l'époque, j'exagère, 8 ans. Et en fait, je leur ai dit, je vais faire tourner vos CV. Et je leur ai dit, au lieu de postuler, allez chercher les opportunités cachées du marché de l'emploi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à publier leur réseau et j'ai créé un hashtag SOS Job. Et j'ai dit à tous les gens qui étaient au chômage partiel, en fait, tu peux ne rien faire et te plaindre, mais tu peux aussi aider un jeune qui vient de perdre son emploi, son job, son alternance et juste faire passer son CV, ça te coûte rien. Tu mets le hashtag SOS Job et j'ai créé la première communauté comme ça. De base, c'était des CV marketing, mais après, j'ai eu tout parce que ça a pris une proportion monstre. On faisait des centaines de milliers de vues et en fait, c'était gratuit. Et il y a eu plein, en fait, les jeunes qui me disaient, en fait, je galérais, j'envoyais mes CV et ça ne donnait aucun emploi. En fait, là, ils me disaient, putain, Caro, t'as fait un post et j'ai 5 entretiens. Et les mecs revenaient me voir les larmes aux yeux en me disant, ça y est, ma mère arrête de me saouler, c'est ouf, ça marche. Bien sûr que ça marche, les réseaux sociaux, sinon on le ferait pas. Incroyable. Mais du coup, c'est à partir de 2022 que tu as vraiment commencé à être active, on va dire. Ouais, en marketing et sur SOS Job, du coup, 2 fois par semaine. Ok, donc tu as quand même eu une ascension assez fulgurante finalement. Parce que... Fulgurant. Ouais, ok. En fait, les 2 premières années où j'ai posté, j'étais dans le top 10 France LinkedIn et j'étais même la seule femme du classement dans le top 5. Donc pour moi, c'était fou et ça faisait même rire mes potes parce qu'ils étaient là, Caro avec ses conneries, elle est genre juste devant Michel. J'étais devant tous les gros patrons français. Donc, le fondateur de LVMH, tous les mecs qui sont des énormes entrepreneurs. Et du coup, j'ai eu beaucoup aussi d'opportunités grâce à ça, parce que j'étais la meuf de LinkedIn. Et encore aujourd'hui, les gens mettent beaucoup mon nom à côté de LinkedIn. Et ça me fait marrer parce que c'est pour moi maintenant, LinkedIn, c'est pas du tout ma vie. Je vends pas du coaching LinkedIn, mais je sais pas, j'ai cette étiquette parce qu'effectivement, ça a été assez fulgurant et ça m'a beaucoup porté. J'ai beaucoup de chance aussi. Trop bien. La petite parenthèse, mais ton podcast, pareil, je veux dire, parce que là, on parle que de LinkedIn et c'est déjà très fort de réussir à faire ça sur un seul réseau comme LinkedIn. Mais à côté de ça, tu as lancé ton podcast aussi, donc Marketing Square, dont on parlait tout à l'heure, sur le même sujet, du coup, marketing, et qui était dans le top aussi très rapidement, en fait, quand tu as lancé ça. C'est un vrai conseil pour les fondateurs, Adam, qu'on doit absolument donner aujourd'hui. En fait, on peut tout faire, mais pas tout à la fois. Et aujourd'hui, on me dit beaucoup « Ah, mais t'es présente sur tous les canaux, comment tu fais ?» En fait, je les ai lancés un par un. J'ai commencé sur LinkedIn. Ça a cartonné sur LinkedIn dans une époque où c'était frais, c'était neuf ce que je faisais. Moi, je venais des États-Unis, donc j'ai juste compris qu'on avait 10 ans de retard en marketing en France. En fait, ce que je faisais, c'était partager ce que j'avais appris. J'étais pas en mode, oui, il faut que je fasse des ventes, tout ça, c'est tu donnes. Donc, je faisais du contenu 100% gratuit. J'avais rien à vendre derrière, à part mon logiciel Richmaker, mais je faisais jamais des posts de vente. Et en fait, j'ai créé une communauté en fait, de CMO, d'exécutifs et d'entrepreneurs qui se disent, grâce à elle, j'ai accès aux nouvelles tendances du marketing, je comprends comment mieux vendre et mieux me vendre. Derrière, quand j'ai compris que LinkedIn, il y allait avoir un effet de plateau, parce que tu auras toujours un effet de plateau. Il faut que tu diversifies tes canaux, exactement de la même façon dont tu dois diversifier tes revenus. Donc, LinkedIn, ça a commencé à bien marcher. Dès qu'un truc marche bien, il faut commencer à voir l'étape d'après. Et ça, on a du mal en tant que fondateur, parce que dès qu'un truc marche bien, on se dit, j'ai trouvé ma niche, j'ai craqué mon channel market fit, comme on pourrait dire dans le métier, c'est-à-dire le canal qui me va bien, et je reste là, et c'est mon focus. Je pense que c'est une énorme erreur de faire ça, et ceux qui l'ont fait en reviennent. Parce qu'au bout d'un moment, tu as un effet de plateau, quoi que tu fasses, sauf si tu es Inoxtag. Mais moi, j'aime pas conseiller aux gens de faire la stratégie Inoxtag parce que ça, c'est 1 sur 10 millions. Aujourd'hui, ce qui marche très bien, c'est LinkedIn cartonne. Tout de suite, tu dois te dire, c'est quoi mon étape d'après? Parce que si ça cartonne aujourd'hui ce que tu fais, ça veut dire que dans 6 mois, tu es ringard. Ça va aussi vite que ça. Donc, dès que mon audience LinkedIn a commencé à se développer, j'ai sorti mon podcast. Au bout de 1 an, j'ai sorti Marketing Square. 1 an plus tard,
j'ai débarqué sur Instagram. 1 an plus tard, j'ai débarqué sur YouTube et j'ai eu la stratégie short. Donc, j'ai fait aussi du TikTok. Et à chaque fois, je regarde l'étape d'après. Et quand les shorts ont commencé, il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a dit « Mais tu postes sur Instagram depuis 4 ans ?» Non, depuis 2 ans. Mais parce qu'en fait, les gens se disent « Mais je la vois… » En fait, tu rentres tellement dans leur tête qu'ils se disent qu'ils t'ont tout le temps vu. Mais la stratégie, c'est quand j'ai craqué la stratégie, les shorts, et que j'ai fondé Agence Personnelle, on s'est dit, c'est quoi l'étape d'après? Et là, on est déjà sur les communautés. À chaque fois, il faut que vous soyez en mode, quel est le canal que je craque? Et je pense que maintenant, le nouvel âge d'or, ça va être les communautés privées pour les fondateurs. C'est très fort, je connais quelqu'un qui serait complètement d'accord avec toi. Mais c'est une vraie autodiscipline aussi de garder un focus. Moi, je pense que je suis pas très bon sur ça, typiquement. Le système, c'est ça que tu documentes dans ton podcast. Ouais. Les systèmes permettent de faire ça. Parce que dans mon podcast, je disais, venez en discuter avec moi sous mon post LinkedIn. Et derrière, j'ai fait aussi ça sur toute ma stratégie de contenu. Donc, en fait, tu crées un maillage. Bien et sûr. c'est ça, le système, et c'est ça qui te permet d'être plus fort que les autres et de craquer les réseaux sociaux les uns après les autres. Je trouve que la tentation qu'ont beaucoup de fondateurs comme moi, parce que je pense être tombé dans ce piège-là, et en vrai, j'en suis pas entièrement sorti, même si j'ai un peu fait mes choix. Mais en fait, au début, tu as envie de lancer tout d'un coup. Tu as envie d'être sur LinkedIn, sur Insta, TikTok, YouTube Short et YouTube, d'avoir ta liste email qui marche bien. Enfin, en fait, tu as envie de tout lancer en même temps pour gagner du temps et faire ce maillage, d'ailleurs, comme tu le dis. Mais en fait, ça marche pas. Il faut avoir... Enfin, c'est rare, en tout cas. Je sais pas si tu connais des gens qui ont réussi à faire ça. Mais nous, C'était pas déjà influent de base, on va dire. Ben nous, c'est exactement la promesse de l'agence personnelle parce que la vidéo courte te permet de faire ça. C'est le seul format qui te permet de faire ça. En fait, la vidéo courte, à 30 secondes, s'exporte partout. Donc, tu peux lancer la même sur... Alors, je te dis, on fait du multi-hook, donc on change les accroches. Tu vas avoir Instagram, tu vas avoir YouTube Short, tu vas avoir LinkedIn et tu vas avoir TikTok. J'ai du mal. Mais tu shootes sur tous les canaux, en fait. La même vidéo. Avec, du coup, la bombe cachée des réseaux sociaux, c'est ça, le référencement. Les mots-clés. Donc aujourd'hui, oui, c'est possible d'émerger de zéro. Nous, on a des profils dans le recrutement notamment. Une recruteuse tech, 50 000 abonnés en 2 mois sur Instagram. C'est devenu la leader d'opinion de son secteur. Il y a 2 mois, elle n'avait pas de profil. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Caroline Bourgeois. Oui, bien sûr. Caroline Bourgeois, photographe culinaire. Tu te dis, waouh, c'est niche. J'en suis jalouse. Elle a fait 20 millions de vues sur une vidéo. Je ne te parle pas en cumulatif. Sur une vidéo, sur un Reels Insta. Et tu tapes Caroline Bourgeois aujourd'hui, tu vas voir, ces vidéos sont des énormes bangers. Aujourd'hui, c'est devenu, quand tu parles de photographie culinaire, tu penses à Caroline Bourgeois. C'est un nom sur son secteur. Et à partir d'un profil vierge, et peut-être en 3 tournages, Enzo Colucci, un mec hyper bon dans la vente, qui a tu vois, un charisme de Dieu, et qui plafonnait sur Insta. Moi, quand je vois des mecs hyper talentueux avec 10 000 abonnés, je me dis, moi, ça me fait saigner les yeux. Je me dis, c'est pas possible. Les gens sous-cotés, ça me rend folle. Parce qu'à côté de ça, il y a une énorme malhonnêteté intellectuelle. C'est ce que tu appelles le bullshit LinkedIn. Il y a plein de gens qui sont pas bons et qui sont devenus très visibles, et tu les vois pas en conférence parce qu'ils ont rien à raconter. Ils font que des scripts ChatGPT et c'est des fakes. Les gens qui sont talentueux, où tout le monde dans les dîners est pendu à ce qu'ils racontent, où ils font des vidéos vraiment quali et qui n'ont pas de reach, ça me désespère. Enzo, en 2 mois, il a gagné 30 000 abonnés. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Et la vidéo courte, c'est un format qui te rend découvrable très vite. Donc c'est pour ça que moi je me suis mis dessus, c'est que c'est un vrai or noir et le ROI, il est monumental. On vend une vidéo à 250 € le Reels et derrière, elle est postée, elle est créée pour toi. On crée les sujets, on t'entraîne à parler et elle est diffusée sur toutes les plateformes par un community manager. T'as rien à toucher. Donc, pour les fondateurs, le ROI, il est monstre. Mais c'est le seul format. Trop bien. J'allais te demander si tu donnais les prix justement ou pas. Moi, j'aimerais bien tester si je le fais d'ici la sortie de l'épisode. Comme ça, je pourrais vous mettre les chiffres pour ceux que ça intéresse, parce que je te l'avais dit en plus la première fois qu'on s'est rencontrés sur un plateau de tournage. Et je suis carrément curieux de tester parce que je pense que le problème qu'ont beaucoup de fondateurs, etc., c'est le manque de temps et ça demande un vrai focus. En fait, même les shorts, on a l'impression que c'est simple quand on les voit passer, que c'est des vidéos qui sont faites en 15 secondes, mais en fait, que ce soit LinkedIn, TikTok, YouTube ou l'email, pour citer que ces 4 canaux-là, ça demande vraiment d'être obsessed, quoi. Pour que ça, et un ça social media training. Et ça va avec ce que tu dis.
L'obsession, parce que du coup, plus tu vas manger des contenus, plus tu vas comprendre les codes. Mais en fait, quand tu es fondateur, nous, la majorité de nos clients, ils ont déjà des boîtes qui tournent hyper bien, plein d'employés, ils n'ont pas le temps d'aller faire les kékés, à regarder comment fonctionnent les algos. En fait, il faut faire du social media training. C'est comment est-ce que tu fais un bon hook. Tu vois, il y a 3 façons de hooker. Les gens, en général, ils se disent « Ah oui, une accroche, je dois commencer par une phrase percutante. » Non, c'est aussi ta gestuelle, c'est aussi ton titre et c'est aussi ton verbe. Donc déjà, un hook, c'est 3 choses. Je te dis, si les mecs, tu les formes aux réseaux sociaux, ils n'ont pas le temps. Donc, faut les entraîner et c'est ce que tu fais aussi toi. Quand tu gères tes clients, les solo créateurs, tu leur dis, et tu fais ça très bien d'ailleurs, attends, commence pas par ça, mets ça plutôt au début. Cette phrase-là, elle va bien marcher. Il faut éduquer les gens au dwell time, le temps d'attention. Comment est-ce que tu les fais passer du temps chez toi? Carrément. Et comment tu gères l'authenticité au milieu de tout ça? Parce que là, on vient de parler beaucoup d'algo, un peu du playbook pour fonctionner sur les plateformes. Et quand tu as un fondateur chez Agence Personnelle qui vient et que tu dois lui faire des réels, comment tu fais pour que ça dégage cette émotion et qu'il y ait cette authenticité? Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours ce curseur qui est compliqué entre faire quelque chose qui est authentique, qui va dégager une émotion, qui va faire vibrer les gens, parce que c'est ça qui fait que ça marche à la fin, et en même temps quelque chose qui respecte un peu les codes pour faire en sorte que ça marche algorithmiquement, on va dire. La façon dont j'ai lancé mon agence est assez marrante parce que pour le coup, j'avais des logiciels tech, donc je faisais complètement autre chose. Et j'ai commencé à travailler avec un vidéographe, Clément, qui a changé ma vie. À l'époque, il avait 23 ou 24 ans. C'est comme toi, il m'a fait la même claque. J'étais là, ouais, le mec est tellement intelligent, comment c'est possible qu'il ait tout compris comme ça? J'ai rencontré Clément et je me suis dit... Non, mais c'est vrai, je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà dit. Et d'ailleurs, ton podcast est incroyable et sous-coté aussi. Je le pense vraiment de toi et je te l'ai dit dès que... Mais en fait, tu sens... en fait, ça se sent l'intelligence même dans le regard, même dans ta posture. Et Clément, il est comme toi. Clément, en fait, c'est un mec qui est extrêmement focus. La traduction américaine de focus, la traduction qu'en font les Américains, c'est « follow one course until success ». C'est « je vais dire non » à tout ce qui me sépare de cet objectif. Et je trouve ça hyper puissant. Et en fait, tu rencontres Clément, c'était mon vidéographe, et il vient chez moi, il me fait avec 3 bouts de ficelle des vidéos qui ont fait des millions de vues. Je me dis, je vais continuer à bosser avec ce mec. Et en fait, tous mes potes m'appellent et ils me disent, on veut ton mec. À côté de ça, Adam, moi, j'avais une vraie problématique de faire des contenus réseaux sociaux plus rapides. Et il y avait 1 ou 2 mecs qui faisaient ça sur le marché. Je les contacte et ils m'envoient des scripts dégueulasse. En fait, je reçois des trucs en mode « Ah tiens, des astuces marketing, des hacks pétés ». Et en fait, le mec m'envoie, je lui ai payé sa presta, mais je lui ai dit « ça sortira jamais ». Et derrière, pour te dire à quel point c'était vraiment, je pense, un amateur, la malhonnêteté intellectuelle va jusqu'à ce que je me suis retrouvée sur son site internet. Caroline Mignot est ma cliente. Alors que c'était tellement nul que je lui ai dit « je te paye la presta, mais sache que je te fais un retour honnête. C'est pas du tout quali, je peux pas utiliser ça. » Et en plus, il me met sur son site en client. Donc, le mec, tu lui achètes des sujets, des histoires à raconter sur les réseaux. Il m'envoie des scripts. C'était du genre « vous connaissez l'histoire de ce pot de yaourt ?» Et derrière, j'ai un prompt ChatGPT éclaté. Ce qui est très important, c'est que moi, j'ai compris une chose. Les contenus qui cartonnent, c'est l'authenticité, comme tu dis, et c'est surtout l'émotion. C'est un contenu où, en fait, on va pas le voir ailleurs. Les gens me disent comment faire des bangers. Qu'est-ce que tu es capable d'apporter qu'un autre ne peut pas faire? Oui, on se fait chier en stratégie de contenu. Sinon, ça marcherait pas. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on vend à Agence Personnelle, c'est pas un script pété. C'est pas, on va pas te mettre devant un prompteur. En fait, Clément, il se fait chier à regarder le bon carrefour d'audience pour toi, pour que tu ailles dire un truc qui n'a pas été déjà dit. Et souvent, et c'est difficile pour moi, mais c'est la seule personne qui a réussi à faire ça, il me décontenance un peu, parce que je vais arriver avec une idée et il me dit « ouais, ok, enfin ça, tout le monde l'a déjà dit ». Et du coup, je suis un peu décontenancée. Et derrière, parce que c'est une interview, du coup, il va un peu me piquer. Et là, il va créer de l'émotion. Et là, en fait, il va me challenger et on va faire du bien meilleur contenu. Donc, nous, on tourne comme ça, un peu comme un podcast. Il va chercher l'émotion, il va te déstabiliser gratuitement, il va te dire « Ok, là, j'ai rien compris à ce que tu as dit. Si tu devais me le redire en 3 phrases. » Et tu l'as fait tout à l'heure pour moi. Tu m'as dit « pour résumer ». Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait des bons contenus courts. Il faut être un forceur. Il faut mettre de l'émotion et l'authenticité, elle se crée aussi en préparant pas les gens avec des scripts débiles. Le futur de la créateur économie, c'est ceux qui vont se détacher des prompts IA. Aujourd'hui, les posts qui cartonnent, et je le vois, c'est un post que j'ai écrit dans la file d'attente au Franprix, où je me dis, vas-y,
j'ai 20 minutes devant moi, j'ai envie de dire ce truc-là, et je fais un post, c'est comme si j'écrivais un texto à un pote, c'est ce post-là qui est viral. Un post écrit avec ChatGPT enfin, peut-être, vous dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Moi, en tout cas, les posts bangers chez mes clients, c'est toujours des posts qui viennent vraiment des tripes, du cœur. L'avenir de la création n'est pas dans l'IA. Oui, tu vas pouvoir déléguer des choses, mais pas tes idées créatives. 100%. Je pense que moi, je suis aligné. J'ai vraiment, enfin, c'est un pari que je prends là. On regarde dans 2 ans où on en est, mais il y a même des créateurs aujourd'hui qui avaient l'habitude d'écrire beaucoup et tout leur art se retranscrivait dans leur écriture, justement, que ce soit des scripts de short, d'email ou autre, qui sentent que là, à force d'utiliser l'IA, ils arrivent moins bien à écrire, que même ça devient lourd de le faire et une tâche embêtante alors que c'était leur kiff de base, quoi. Et je pense que le contenu, il y a les mêmes sujets dans la publicité, sûrement, on va pas en parler là, mais tu sais, les créas, qui est un gros enjeu de comment générer des publicités par IA pour pas avoir en tournée, etc., limiter les coûts. Bah, dans la création de contenu organique, on va dire, je pense que c'est la même chose et qu'en fait, il va y avoir un standard qui sera la masse de la création de contenu généré par IA qui sera OK, tu vois, pour trouver de l'informatif. Tous les formats un peu conseils, d'ailleurs, qui cartonnaient avant, qui aujourd'hui sont faisables en 2 secondes avec l'IA, bah ça va perdre en valeur et au contraire, l'authenticité va vraiment monter et être de plus en plus recherchée, je pense, par les audiences. Ce petit 20%, 30%, des fois beaucoup plus, mais on va dire de différence d'authenticité qu'on ressent en fait quand on lit ou écoute ou qu'on regarde une vidéo, je pense que ça va vraiment augmenter en fait l'écart entre les créateurs qui font main. En fait, le human made, je sais pas comment expliquer, mais je pense que le human made va finalement prendre en valeur avec l'IA, même si ça peut paraître un peu paradoxal. Dans ton épisode sur Tes audaces, tu vois, ça m'a fait marrer parce qu'il dit en fait la façon dont je vais chercher les idées, un papier, un crayon et réfléchir, l'ennui. Je pense que l'ennui, c'est le meilleur incubateur des entrepreneurs et 100% sous-coté. Juste, va dehors et marche sans ton téléphone. Va marcher dans la nature pieds nus. Va, en fait, créer du vide. Et souvent, en fait, on se dit, pour avoir l'inspiration, faut que je lise 1000 livres, que j'écoute de la musique, et ça peut marcher. Mais le meilleur incubateur, c'est le vide, c'est l'ennui, et c'est comme ça qu'on trouve les meilleures idées. Parce que c'est les moments où tu intellectualises, et il faut se forcer à pas trop utiliser ChatGPT, et ça peut faire un peu boomer pour moi de dire ça, tu vois. Mais je vois à quel point ChatGPT nous crée une béquille qui bientôt nous empêchera, en fait, on sera atrophié, on n'arrivera plus à marcher sans. Comme tu vois, Google Maps, mes parents, ils savent très bien se repérer sans Google Maps. Moi, en fait, j'ai grandi avec un téléphone portable. Tu m'enlèves Google Maps de mon téléphone, je sais pas. On sait pas lire une carte routière. Ça va être la même chose, en fait. Si on utilise trop de ChatGPT, on va perdre notre capacité à intellectualiser et le plaisir de l'effort. Comment tu utilises, toi, l'IA, alors, que ce soit pour tes contenus ou même tes entreprises? C'est quoi ton plus gros... Ton banger un peu sur l'IA, l'usage parfait que t'en fais ou que t'as réussi un peu à craquer? Honnêtement, on l'utilise dans tout ce qu'on fait. Et je pense que là où on a vraiment aujourd'hui le plus de ROI, c'est le système de ma boîte est géré via un Notion entièrement automatisé. Mon agence, le premier recrutement qu'on a fait, le premier salarié, c'est un tech. Donc, tout de suite, on s'est posé la question du système. Ça marche bien manuellement. C'est le meilleur conseil entrepreneurial, Paul Graham, Do Things that Don't Scale. Tu dois commencer manuellement à comprendre en fait un schéma, feuille crayon, la méthode Tes audaces. Feuille crayon, ok, c'est quoi le schéma de ce que je fais? Et dès que tu as craqué que ça marchait, si tu veux du scale, il faut que tu aies un système. Et tout de suite, on s'est mis sur Notion, on a recruté un mec qui ne nous fait que des automatisations. Ma boîte est 100% gérée par Notion. Évidemment, le résultat n'est pas parfait. Pour l'instant, cette année, on fait 3 millions de CA. Donc, on n'est pas non plus une licorne. Mais aujourd'hui, c'est dire à quel point les gens sont toujours étonnés de se dire « Ah, mais ça y est, il y a 40 personnes qui bossent pour toi, c'est une machine à gaz. » Pas du tout. On a créé un système. Et quand je dis « on », c'est Yann qui bosse chez nous, avec Arnaud et Clem, les cofondateurs, qui ont tout de suite créé cette machine à contenu. On a aussi une sales machine. Les mecs ont tout automatisé avec des agents IA pour que, en fait, de A à Z, notre expérience client soit facilitée par l'IA. Je te donne un exemple tout bête. Quand tu rentres chez nous, tu as un onboarding. Donc, en fait, là, tu as tout de suite, on t'explique ce qu'on fait. Tu peux booker ton rendez-vous via Calendly. Derrière, tu peux gérer ta facturation. Tout est automatisé. C'est plus renvoyer le devis, tout ça. Mais on le sait dans l'économie des créateurs. Dès que tu bosses avec les grands groupes, tu dois renvoyer un devis signé, machin. J'ai encore eu le cas d'une lettre à la main il n'y a pas longtemps que je devais avoir signée. Donc,
on n'y est pas encore. La première chose pour moi que tu dois moderniser dans ta boîte si tu veux vraiment avoir du scale et rentabiliser, c'est vraiment l'automatisation, créer un système. Notion, ça suffit. La deuxième façon dont j'utilise les IA dans la création de contenu, évidemment, l'editing. Sur le podcast, c'est sûr que tu as des monteurs qui vont aujourd'hui utiliser les corrections IA et qui vont gagner des centaines d'heures. Sur l'image aussi, tu peux l'utiliser. Mon post LinkedIn d'aujourd'hui, il a cartonné et c'est une image, par contre, faut le déclarer, je l'ai déclaré, c'est une image faite à l'IA. En fait, ça cartonne parce que ça te permet de faire des très beaux contenus cinématographiques. Tu vois, la couverture de ton podcast, tu serais étonné. Moi, vraiment, j'ai payé même la couverture de mon livre. Je l'ai payé 5 000 ou 8 000 balles, je sais plus. Mais j'ai voulu faire ça bien. On a fait une journée de tournage. Il y a eu un DA, il y a eu un styliste, il y avait la photographe, il y avait 3 assistants, un réal, un make-up artiste. En fait, Arnaud, il m'a fait une image. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant que je te la montre. Bah, carrément, oui. Je vais te montrer une image qui m'a réalisée à l'IA et où je me suis dit pourquoi je me suis embêtée à faire une maquette de podcast. Tu vois, ça, c'est la première image que je te montre. Ok, ça, c'est celle avec les... Ah non, ok. Ça, c'est Arnaud qui me l'a réalisé 100% à l'IA. Donc, faut prévenir les gens que c'est fait à l'IA. Mais pour les créateurs de podcasts, c'est assez fou parce que ça te permet d'avoir une très, très belle image. Très cinématographique. Donc c'est pas toi qui le fais, c'est Arnaud du coup ou d'autres personnes avec qui tu travailles, c'est ça? Parce que toi tu touches un peu... Ah ouais, carrément. Okay. Pour faire un prompt comme ça en fait, et tu vois ça pour une maquette de podcast, pour Solo Créa, c'est juste canon. Si vous êtes créateur de contenu, si vous faites un livre, mais même un livre blanc en fait, l'image... on dit souvent, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est hyper important d'avoir un contenu qui donne envie. Et aujourd'hui, avec l'IA, vous avez la possibilité vraiment d'atteindre des milliers d'euros dépensés. C'est ce qu'on faisait encore il y a 2 ans. C'est là où tu te dis, c'est fou. Moi, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu ça. Je me suis dit, waouh, la couverture de mon livre, c'était il y a 2 ans. La couverture de mon podcast, ça a été terrible. Aujourd'hui, tu peux générer tout ça avec un prompt IA pour 19 €. Incroyable. Et du coup, les outils, pour que ce soit un peu actionnable, on va dire, c'est ça par exemple, ça a été fait avec quoi? C'est un seul outil genre mid-journée ou est-ce que c'est pas mal mid-journée, oui. Là, je demanderai à Arnaud l'outil qu'il a utilisé, mais c'est un prompt. C'est pour quand tu me disais oui, tu touches un peu, c'est un prompt que n'importe qui peut faire. Oui, j'ai joué avec. Tout le monde est capable aujourd'hui. Je crois que c'est Defend Intelligence. Il a créé son outil Shoot AI. Lui, il permet de générer un shooting photo à partir de 15 photos. Moi, j'ai mis des photos de moi. Le prompt, c'est génère une photo du podcast de Caroline. J'ai mis une inspiration graphique et ça a fait ça. C'est vous dire à quel point il n'y a pas besoin d'être techie aujourd'hui. Et pour revenir sur le Notion, parce que donc tu disais, là, vous faites 3 millions de chiffre d'affaires et vous êtes combien dans la boîte pour qu'on se rende compte un peu du niveau de... Une cinquantaine de personnes, 3 salariés. Donc c'est pareil, nous les salariés, c'est vraiment en dernier recours sur des postes hyper clés, centraux, et sur des profils vraiment à player où on les a déjà testés. On a plein de gens qui postulent chez nous qui disent « Ah, je cherche un CDD ». Nous, notre façon de pré-tester en recrutement, et c'est là où tu dis l'époque, elle a déjà changé, on prend que des freelances. On commence en freelance, et si jamais tu es très bon, et si jamais le poste devient central, là, on peut salarier. Mais nous, ça fait 3 ans qu'on existe maintenant. On fait hyper attention à ça. Et je pense que c'est une vraie chance qu'on a aujourd'hui. Il y a énormément de freelance. Avant, by design, les boîtes devaient salarier parce qu'il n'y avait pas les compétences. Maintenant, c'est hallucinant. Et tu as créé ta marketplace, d'ailleurs, j'ai vu. Ouais. Webtalent, instant promo. C'est canon. Merci, t'es trop fort de faire ça, axé, t'as tout compris. Réseaux sociaux, ça me fait plaisir que tu aies regardé parce que c'est très récent. Pour le coup, au moment où on tourne, j'ai annoncé ça il y a genre même pas 10 jours. Et effectivement, j'ai sorti Webtalent qui permet à tous les créateurs, créatrices de contenu sur toutes les plateformes. C'est très centré YouTube pour l'instant parce que je commence par ma niche un peu de prédilection. Le but, c'est d'étendre ça après aux autres plateformes. Et que l'idée, c'est quoi, n'importe quel créateur comme toi, par exemple, pour LinkedIn, si tu cherches un ghostwriter ou autre, tu puisses le recruter sur Webtalent. Et à l'inverse, sur Webtalent, si vous travaillez pour les créateurs de contenu ou vous participez, vous avez des skills, on va dire, des compétences dans la création de contenu, quelle que soit la plateforme, donc les plateformes vidéo, mais aussi X ou LinkedIn, encore une fois, vous pouvez vous inscrire dessus et postuler à des offres postées par des créateurs ou vous faire contacter directement. C'est génial. Tu as eu raison de le nicher. Et en fait, aujourd'hui, je te le partage parce que il y a un énorme... je trouve qu'il y a une énorme nébuleuse. C'est que comme c'est des métiers nouveaux,
On va sur Malte et on trouve le mec qui a 140 avis parce qu'en fait, il fait du freelance depuis 4 ans, mais peut-être qu'il fait ce job-là. Il a changé sa job desk et ça, on n'en parle pas, tu vois. Mais moi, je le vois parce qu'on recrute tellement que maintenant, je vois tous les vices de procédure. En fait, le mec, il a 140 avis, mais il a changé entre-temps ce qu'il faisait. Et toi, tu l'embauches pour du miniamaking, faire des miniatures sur YouTube. Et en fait, tu vas te faire avoir par les avis. Et le mieux, c'est de passer par les recommandations. Et du coup, ce qui est génial avec ta plateforme, c'est que c'est niché. Et ce qui serait encore plus fou, mais je te donne un premier feedback utilisateur. Ce qui serait encore plus fou, c'est que tu crées un peu prestat de confiance. Moi, le premier truc qu'on me demande aujourd'hui, et je réponds toujours aux gens, je réponds pas souvent aux gens quand on me pose des questions, comment tu fais ceci, cela, je peux pas, je leur donne rendez-vous dans mon live. Par contre, ceux à qui je réponds, c'est ceux qui cherchent des prestats de confiance. Parce que je sais les milliers d'euros que tu peux perdre dans un moment où tu vraiment pas le luxe de pouvoir les perdre. Il y a des boîtes qui font faillite à cause de mauvais prestats. Il y a les impayés et il y a les mauvais prestats. C'est les deux trucs rapides qui peuvent te mettre par terre dès le départ. Il y a pour moi une vraie clé d'entrée sur donner accès à ton carnet d'adresses, à des gens avec qui tu as bossé, qui sont de confiance, parce que le marché, il s'est ouvert avec plein de gens qui font mal leur travail avec l'IA, et tu le sais comme moi aussi. C'est aussi ça, le bullshit LinkedIn. C'est des gens qui, au final, te rendent un travail fait 100% par IA. Et c'est trop tard, t'es obligé de payer ta presta. Ouais, c'est pas sérieux, 100%. C'est en roadmap, nous on réfléchit beaucoup à ça. On a 2 problématiques, je suis curieux d'avoir ton avis dessus. Parce que c'est un peu paradoxal aussi. Donc il y a le fait que les créateurs de contenu, si je prends l'exemple de YouTube, c'est peut-être moins vrai sur LinkedIn ou autre. Ouais. Mais les stars, on va dire, de YouTube par exemple, ou de TikTok, etc., vont pas forcément aller prendre le temps de mettre des avis sur tous les monteurs, graphistes et autres avec qui ils ont travaillé. On réfléchit là à des moyens de mettre ça en place. Mais il y a aussi le fait que les créateurs, souvent, une fois qu'ils ont trouvé leur pépite, au singulier ou au pluriel, ils ont envie de les garder, quoi. Donc là, tu me parlais de Clément, j'imagine que t'as pas envie qu'il parte travailler avec... c'est pour ça que je l'ai associé. Voilà. Je l'ai marié. C'est ça. Donc du coup, après voilà, tu peux recommander tes associés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, les bons éléments, ils sont tellement durs à trouver qu'il y a un peu ce truc de... Il y a plein de créateurs même qui signent maintenant des contrats Bien sûr. En marque blanche. Alors c'est pas le bon terme, je pense, pour les freelances, mais qui, en gros, empêchent leur monteur d'être crédité en description, etc. Cette semaine, j'ai parlé à un monteur qui me disait ça. Il me disait il y a des gros créateurs sur YouTube qui volontairement mettent une clause pour pas apparaître en description, etc. Ça m'étonne pas. Il y a 2 autres pratiques que je vois émerger. La deuxième pratique, c'est de payer un fixe à ton monteur pour en fait, même s'il a rien à faire, si ton monteur est très bon, tu lui dis, en fait, c'est comme si, tu vois, c'est le nouveau salariat, la solo création. En fait, tu vas lui dire, je t'assure ce revenu. Comme ça, tu prends pas d'autres clients, tu vois pas d'autres gens et tu les maques comme ça. La deuxième autre chose que je vois beaucoup, et moi, je le fais chez moi, c'est le NDA. En gros, et c'est l'exemple que je te donnais sur ce mec, j'ai jamais utilisé son travail, mais je me retrouve sur son site. Le gros problème qu'on a aujourd'hui chez les influenceurs, chez les créateurs, c'est que dès qu'on est visible, quelqu'un qui a même envoyé un devis chez nous, on finit sur son site internet, voire dans le pire des cas avec des faux avis, voire moi je suis sur des campagnes d'acquisition de logiciels que j'ai jamais utilisés. Donc c'est chiant, c'est très chiant. C'est chiant quand ça arrive, comme dit Clément, mon associé. En gros, je me retrouve il y a pas longtemps sur un logiciel marketing qui fait des millions de CA. En fait, ils ont pris un de mes passages pour faire un livre blanc. Donc, ils ont pris une parole rapportée dans un podcast ou autre. Ils m'ont mis dans leur livre blanc. Ils m'ont envoyé un message hyper sympa en disant « Hello Caro, on aimerait te créditer dans notre livre blanc, est-ce qu'on peut ?» Je leur dis « Bien sûr les gars ». Et derrière, on m'envoie une campagne d'acquisition féroce. Les meilleurs secrets LinkedIn de Caroline Mignot. Mets ton email ici. Et derrière, tu as le nom de la marque. Et ils font de la lead gen avec mon image sur un livre blanc que j'ai jamais commandité, juste avec des paroles volées. Donc en fait, tu te dis... il faut protéger absolument pour tous les créateurs qui nous écoutent. Il faut loquer vos prestats s'ils sont bons, les marier, créer de la relation avec eux, les sécuriser parce que c'est bien de faire signer des contrats, mais derrière tu dois mettre les gens dans le confort. Tu peux pas faire signer un contrat d'exclusivité, dire au mec tu me crédites pas et à côté de ça pas lui offrir le confort de pouvoir vraiment bien bosser pour toi, grandir, le mettre sur des nouveaux projets, le payer correctement. Ça va avec. Enfin, je trouve qu'il faut faire attention aussi à ça. Et à côté de ça, la dernière chose, c'est protéger ton image parce que sinon, ça va devenir le sbeul et tu vas te retrouver sur tous les sites internet et après, tu es appelé par des gens qui disent « Ah, t'as bossé avec un tel, t'as bossé avec un tel » et tu dis « Pas du tout ». Je me suis même retrouvée sur la bannière LinkedIn d'un de mes clients qui disait les entrepreneurs débordés ont gagné en sérénité grâce à moi et je vois Caroline Mignot et je l'appelle en toute amitié, tu vois, et je lui dis «
j'ai jamais été ta cliente, je comprends pas pourquoi je suis sur ta banner LinkedIn. Ça arrive tout le temps et il faut vraiment préserver notre image parce que sinon tu finis à être partout, quoi. Comment t'as fait ça alors? Parce que c'est un problème que rencontrent de plus en plus de créateurs. Le truc dont je parlais avant, c'est aussi pour ça, ils mettent des clauses du coup. Bien sûr, NDA, ça s'appelle. Sur les tests, effectivement. Enfin, surtout sur les tests, parce qu'en fait, c'est là que c'est ambigu. C'est la personne que t'essayes, elle va faire un projet pour toi, t'arrêtes parce que t'es pas contente, et là, elle t'utilise après. Quelqu'un avec qui t'as travaillé pendant 5 ans, à la limite, tu vois. Souvent, c'est OK. Mais ouais, donc toi, tu fais signer un NDA et t'as des recours et non-compete. Donc, c'est pareil, il faut faire très attention. Ça m'est arrivé, donc je le partage. T'as une banque d'assets quand t'es créateur. Par exemple, là, sur Solo Créa, t'as ton logo, t'as ta charte graphique, t'as peut-être ton studio. Et en fait, tout ça, ça peut aussi être volé. Et en fait, tu vas avoir certainement des motion design. Donc, les motion design, c'est les animations. Donc, en fait, quand tu es créateur, tu payes une fortune pour te créer tes motion design, tout ça. Et en fait, potentiellement, un freelance peu scrupuleux qui fait ton montage, qui bosse pour toi, il a accès à tes assets, il va les filer à tout le monde. Et moi, j'ai eu ça sur une community manager. Donc, j'avais passé 1 an à créer ma banque d'assets. Et du coup, tout mon podcast, la stratégie, le système... en fait, elle est allée dans mon dos démarcher en plus des clients agences personnelles, donc c'est très chic. Elle allait voir les clients agences personnelles en leur disant « Je te vends du Caroline Mignot, tiens, t'as un podcast, je te fais toute la stratégie Caroline Mignot. » En fait, je voyais des gens qui gravitaient autour de moi, qui avaient mes stories, qui avaient mes carousels, et en fait, il y avait juste le nom qui changeait. Et il faut faire, tu vois, maintenant, je me protège de ça, parce que de base, t'es pas parano, mais tu le deviens parce que même des gens qui sont très sympas, avec l'appât du gain, on a vu les gens vriller. Tu vois, on a tous des potes, tout d'un coup, ils ont eu 10 000 abonnés, ils ont changé. C'est pareil pour les prestats. En fait, ils sont sympas, ils sont géniaux, tu bosses avec eux les yeux fermés, et en fait, potentiellement, ils vont se dire, mais attends, je peux me faire 5 000 balles si je dis aux gens que je travaille pour elles, et si je leur vends exactement son système, et c'est là où faut pas en vouloir aux gens, mais l'appât du gain, le besoin de payer son loyer, faut se protéger de ça. Et plus tu te protèges, plus t'évites aussi que ça parte en vrille. Parce que tu vois, je te donne l'exemple de cette CM, ça s'est super mal passé. Parce qu'en fait, elle n'a pas compris. Et si je lui avais fait signer un contrat, elle aurait été en infraction. Là, elle m'a juste dit, en fait, c'est le job que je fais pour toi, je travaille pour toi depuis 1 an, j'ai le droit de partir avec la banque, c'est ce que tu m'as appris à faire. J'ai même vu des newsletters. La mauvaise foi parfois est abusée. Les newsletters, pareil, sur Substack, avec le hack, le petit éclair ou la petite bulle, et je voyais exactement la structure de mes newsletters. Mais tes prestats, ils partent avec tes prompts, ils partent avec ta banque d'assets, et si tu t'es pas protégé, tu protèges pas aussi la relation, tu vois. Et ça, c'est important. C'est ta charge mentale. C'est pour ça, c'est par rapport à toutes ces problématiques-là qui en plus changent un peu en fonction des plateformes, des créateurs, mais bon, c'est quand même des problématiques communes. Ouais. Sur WebTalent, on réfléchit à un système de validation déjà du fait que, par exemple, un prestat qui dit dans son portfolio avoir travaillé avec Caroline Mignot, toi, tu recevras un ping pour juste dire en un clic oui, c'est vrai. Au passage, mettre un pouce ou une notation si tu veux, mais on force pas, tu vois. En gros, quelque chose qui soit pas chronophage et relou pour des gens comme toi qui sont occupés, etc. Et qui travaillent avec beaucoup de monde en plus. Là, tu me disais que tu as 50 collaborateurs, tu en as sûrement testé 10 fois plus. Donc en fait, si tu commences à recevoir 500 mails par an, c'est chiant, tu vois. Donc voilà, on réfléchit, mais c'est en roadmap, effectivement. Ça me fait très plaisir que tu aies regardé et que tu valides un peu le concept. C'est cool. T'es trop fort. C'est une marketplace, donc ça va être long à développer, on va dire. Il faut que j'arrive à la pousser, à grossir suffisamment les deux populations. Le marché est énorme et t'es sur vraiment un océan bleu. Il y a pas grand-chose. Il y a des plateformes nichées, crème de la crème, tout ça. Il y a des plateformes dans la tech. Et pas dans les réseaux. L'économie des créateurs. Et c'est un marché qui fonctionne que sur la confiance, puisque le name dropping... Oui. Et c'est très niche. Tu parlais de Malte, etc. En fait, le portfolio, là, c'est by design fait pour les métiers des réseaux. Donc, je me suis fait avoir plein de fois. La maquette de mon podcast, j'ai parlé à des freelances qui me disaient, je suis spécialisée dans le podcast. 140 avis, ils sont là depuis 4 ans, mais en fait, les podcasts, ça marche depuis 1 an, 2 ans. Donc, je me suis rendu compte après que les avis, en fait, tu peux changer comme tu veux ton titre de profil sur Malte. Donc, il faut faire attention à ça. Merci Caroline. J'aimerais bien qu'on revienne sur LinkedIn. Et vraiment Quand tu dis LinkedIn, par contre, je te donne 35 ans là. Tu prends 10 ans. LinkedIn. Revenons sur LinkedIn. J'adore. Pour toutes les personnes qui soit ne sont jamais allées dessus, soit qui sont vraiment loin, on va dire, si on repose les bases depuis le début, qu'est-ce qu'un bon post LinkedIn
Il y a beaucoup de choses. Ma question peut sembler bête, mais je veux dire, est-ce qu'il faut mettre absolument. Tu sais, enfin, moi, en tout cas, j'ai vu passer plein de choses. Il faut mettre absolument une photo. Est-ce qu'il faut mettre des carousels? Est-ce que, en fait, c'est des effets de mode? On parlait de l'algo aussi avant, mais aujourd'hui, un bon post LinkedIn, c'est quoi? Donc, c'est une bonne accroche. C'est un bon post, mais c'est quoi un bon post? C'est un bon asset éventuellement. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Et qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce que tu veux que je te donne la question en or chez Agence Personnelle? Vas-y. La première question qu'on pose tout le temps, elle est assez déroutante, mais c'est la seule question pour moi qui permet vraiment de craquer un contenu qui sort du lot. Qu'est-ce que tu es le seul à penser? Elle n'est pas évidente, hein. Et souvent, les gens ont un « Ah, waouh, je ne m'attendais pas à ça ». Qu'est-ce que tu es le seul à penser? C'est aller sur le terrain le plus clivant possible, un peu? En fait, c'est pas seulement clivant, c'est aussi le terrain, et ce mot est un peu galvaudé, pardon, mais c'est ton unicité. En fait, aujourd'hui, t'as forcément une vision. Sauf que ça te semble évident, puisque c'est un truc satirique, c'est tellement naturel, c'est comme le talent. Les gens qui ont du talent, en fait, ils le voient jamais. Ils disent « Attends, mais c'est facile de parler en public ». Marie Saint-Filtre, elle va dire « Attends, mais c'est hyper facile de faire une scène de 500 000 personnes ». En fait, tu ne vois jamais ton unicité, ce qui te rend unique. Et du coup, quand tu poses la question aux gens, qu'est-ce que tu es le seul à penser? Tu vas sur le terrain, oui, de la polarisation, c'est quelque chose qui est potentiellement clivant, mais surtout, tu les forces à se regarder le nombril et à se poser la question de, tiens, qu'est-ce que j'ai de vraiment différent? Et c'est là où, en général, tu craques la vision. Juste avec cette question, le mec va te dire, je vais te donner un exemple. Toi, on va dire, qu'est-ce que tu es le seul à penser? Tu vas dire, l'économie des créateurs sera solopreneur ou ne sera pas. Les créateurs, ils sont très entourés, mais c'est un métier solitaire. Et tu vois, tout de suite, là, je t'ai créé une accroche, c'est déformation professionnelle, mais il faut aller chercher le paradoxe, il faut aller chercher un twist, un plot, quelque chose que les gens n'ont pas vu arriver. Et ça, c'est très, très fort. Et ça va faire, en fait, une unpopular opinion, comme on le dit dans le milieu de la viralité. C'est-à-dire que les gens vont avoir envie d'en être. L'exemple le plus facile que j'ai à te partager, chocolatine, pain au chocolat, c'est pas nécessairement smart. Tout le monde a un avis dessus. Les gens ont forcément un truc à dire. Et peut-être ils vont dire j'ai pas d'avis, mais ça les agace, ça les trigger ce truc-là. Il faut que tu ailles chercher ta unpopular opinion. Ce qui est vrai sur toutes les plateformes aussi d'ailleurs, que ce soit X, TikTok, etc. Ouais. Ça marche toujours ce format-là. Ok, donc ça, ce serait le type de post que tu recommanderais pour faire du post un peu récurrent, régulier. Sur les posts, alors, et en plus j'ai l'impression que là, ça pourrait servir à beaucoup de personnes parce que LinkedIn est beaucoup utilisé pour ça, j'ai l'impression, plus que les autres réseaux. Mais tout ce qui est post d'annonce, donc quand on a atteint un objectif récent, un succès ou qu'on a quelque chose à montrer au monde, je pense autant aux étudiants qui ont terminé... tu vois, ma copine a publié, je sais pas, son fashion book de fin d'études récemment. Moi, ça peut être la sortie de ma plateforme Web Talent. Ouais. Enfin, tu vois, quand tu annonces quelque chose, comment tu rends ça intéressant? Est-ce que même c'est possible? Oui, et on a beaucoup la problématique parce que dans l'influence, on fait de la pub. Donc, il n'y a pas longtemps, je reçois un HP flambant neuf, un ordinateur portable. Et évidemment, la question se pose de comment est-ce que je fais la promo de ma marque, mes produits, mes services ou ceux de quelqu'un d'autre. Encore pire, mon podcast. Le truc, là, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui va faire s'arrêter les gens? Et je te donne un exemple. L'ordinateur portable, c'est un super bon exemple parce que tu te dis, un ordinateur portable HP, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Si tu te poses la question, qu'est-ce qui va faire s'arrêter les gens? Qu'est-ce qu'il a de spécial, cet ordi? Il y a de l'IA dedans. Et c'est là où, du coup, si tu me donnes un exemple spécifique, je vais pouvoir t'aider. Donc, mon axe créatif, il part de, tiens, qu'est-ce qu'il a de spécial? Pas qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, pas c'est quoi le brief de 130 pages que j'ai reçu de la marque. Qu'est-ce qui pourrait faire que quelqu'un s'arrête devant? Il y a de l'IA dedans. En gros, cet ordi, il y a une IA en local. Et ça, évidemment, la marque va te dire processeur, Intel, machin. Pose-toi vraiment, genre, tu sors, tu fais la stratégie de tes audaces, une feuille, un crayon. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ok, il y a de l'IA à l'intérieur. Ok, c'est quoi l'IA? C'est comme un génie finalement. C'est que tu frottes la lampe, tu poses une question à l'IA et boum, il y a un effet waouh. On va faire ça avec l'ordinateur. Et tout de suite ici, tu vois, il y a un angle créatif qui va faire que les gens vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que ma vidéo va commencer où je frotte un ordi. Donc là, tu as le hook, je vous ai dit, le hook visuel, textuel, verbal. Donc en fait, je te donne un exemple. Mais c'est
comment j'active le génie de la lampe. Mon employé adore que je lui touche le dos. Je vais trouver un truc marrant. Là, c'est de l'impro, je l'ai pas faite encore, Bien la sûr. vidéo. Mais tu vois, je vais trouver un truc marrant à raconter qui va faire que les gens s'arrêtent, comme si tu faisais dans la rue un flash mob. Ça peut être sorti. Cette expression est complètement éteinte. Mais il faut que tu trouves une raison pour laquelle les gens vont s'arrêter. Donc là, si tu me dis, ta copine a lancé son fashion book, par exemple. On va prendre cet exemple. C'est quoi un fashion book ? C'est une manière pour elle de montrer qu'elle est compétente. Donc là, l'idée, c'est de montrer ses travaux en direction artistique. D'accord. Donc c'est pas du tout mon domaine en plus, j'ai pas envie de dire, dire n'importe, mais donc l'objectif d'un fashion book, du coup, c'est montrer, c'est une sorte de CV amélioré pour directeur artistique, j'ai l'impression. D'accord, donc elle cherche du taf. Ouais. Et là, l'objectif, c'est de partager un peu, c'est son portfolio. C'est ça. C'est pas vraiment un portfolio, c'est un CV sous la forme Ok. un CVDA, quoi, on va dire. Ok. C'est quoi le truc unique dans son fashion book ? Comment est-ce Sa qu'il se vision. démarque des autres ? Sa vision ? Pourquoi ? Ok, je comprends l'exercice. Là, pour elle, donc là, elle a fait un fashion book qui s'appelle Carte Blanche parce qu'elle a une DA axée autour de ça, les émotions qu'elle veut transmettre, la manière dont elle s'y est prise, etc. Ok. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Je vais pas en Alors, dire un je te donne si un tu veux, j'ai un exemple. exemple concret que je peux te donner. En plus, Ok. je m'étais noté au cas où, si tu penses que l'exercice est cool. Ouais. J'ai aujourd'hui un épisode de Solo Créa qui sort que j'avais tourné avec Valran. Ouais. Et donc, j'ai un post de promo à faire dessus. Ok. Et donc, je l'ai pré-rédigé. C'est pour ça que je me disais pourquoi il veut pas que je réponde. On a un cas concret. Ouais, j'ai un cas concret. Mais c'est Ok. même pas ça, c'est juste que vraiment, je savais pas où j'allais sur le fashion book parce que Très c'est bien. vraiment pas mon Moi, je domaine. savais. T'en fais Je peux pas. répondre à côté de la plaque sur. Mais après, du coup, si tu sais, si t'as une idée sur le fashion book, c'est intéressant. On fait Valran. Donc, Allez, tu as faisons le post à faire sur l'épisode avec Valran. Qu'est-ce qui, dans cet épisode, t'a marqué ? Son franc-parler donc on parle beaucoup dans l'épisode de l'hypocrisie un peu des médias traditionnels Ok. et du fait, tu sais, que les médias traditionnels essaient d'étouffer un peu les nouveaux joueurs, notamment qui viennent d'Internet, ceux qui n'ont pas de carte de presse, etc. Donc on a beaucoup de discussions autour de ça. Ok. Et Valran, que tu connais Ouais. bien, je crois, voilà, j'aime bien cet aspect-là chez lui, c'est qu'il a pas sa langue dans sa poche, on va dire. Et donc j'ai préparé un post dans ce sens-là. Parce que c'est ce qui me semblait être le plus intéressant et qui ressortait le plus de l'épisode. Et t'as préparé quoi ? J'ai préparé un post que je peux te montrer là et que Ouais. je mettrai à l'écran. Et là, c'est le moment où si tu me dis que c'est nul, je coupe Non, toute je la vais pas séquence. dire que c'est nul, on va le remanier, on va l'améliorer Vas-y. parce que dans tous les cas, pour tous ceux qui s'intéressent à l'écriture, c'est un exercice continu. C'est pas je commence et je finis. En fait, à chaque fois que tu revois ton texte, tu peux changer quelque chose. Les meilleurs youtubeurs, ils changent leur titre. La vidéo d'Yomi, à laquelle on a participé tous les deux, t'as vu Ah oui, le on a titre. changé. Ouais. Très malin. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on dit pas assez sur l'écriture. Ça ne s'arrête jamais. C'est Donc en itératif. fait, si je te montre un post que j'adore, que j'ai fait, tu vas pouvoir le réécrire. Et c'est ça qui est beau. Valran Moulet-Berthaud n'a pas sa langue dans sa poche. Paradoxalement, il rappelle régulièrement que sa mission est de rassembler dans une société toujours plus divisée, mais il n'a pas pour autant peur de ce qu'il pense. Alors là, il y a un style qui est très littéraire. Donc quand je le lis là sur écran mobile, et 60% du trafic sur LinkedIn est mobile, t'as de la chance, c'est le réseau social le moins responsive. Donc par exemple, Insta est beaucoup plus mobile. Je pense que l'usage sur Insta, c'est à minima 85%. Au La moins. LinkedIn, c'est 60%. Mais ça reste quand même énorme parce que tu leur as mis un pavé dans la tête là. Ok. Tu vois, c'est écrit en fait Ouvert tout de plus. suite. On voit pas les grandes idées, tu nous laisses pas respirer, donc tu aères plus et surtout, il faut que tu commences avec le hook. Le n'a pas sa langue dans sa poche, ça, il n'y a pas de promesse. Moi, ce qui m'a parlé, c'est quand tu m'as dit les médias tradis sont des hypocrites. Mais c'est pas le pire. Ok. Ils font aussi la tyrannie à la diplomatie de la carte de presse. C'est un système d'élite. C'est un système conservateur. Je te donne un exemple, et là, l'idée, c'est pas de faire un gros L'anglais 100 post. fois mieux, il n'y a pas de. Non, mais l'idée, pas c'est débat. pas de faire non plus un post réac. Et soyez pas sensationnaliste, parce qu'on déteste Il ne ça. faut pas chercher le drama absolument Non, aussi. Et moi, je non, sais que j'ai du mal. l'enfer. Des retours que me font des amis créateurs, etc. Ils me Ouais. disent que je suis trop gentil. Même sur l'émission, tu vois, ici, que je vais pas aller chercher suffisamment mes invités, que dans les titres aussi, je suis. Enfin, bref. Je Donc, suis c'est un- d'accord c'est un avec vrai ça. retour. Tu peux aller plus Ça loin va dans parce ce que sens-là un peu. n'a pas sa langue dans sa poche, tout le monde Ouais, est d'accord j'avais avec d'autres ça. idées de. Ouais. Mais ce que tu as bien fait, c'est commencer par le tag, c'est bien. Moi, ce que j'aurais fait, tu vois, Valran, Moulet-Berthaud, là déjà on arrive, il y a pardon, hein, j'adore Valran, mais on a un nom de famille composé, ça prend trop de caractère. Donc C'est on trop va long. l'appeler que Valran. Ok, ça marche. Donc ça vaut le coup, Pas de tu mention. vois, de dire Je le mentionne à déjà, la fin.
En fait, en écriture, ils pensent que c'est comme une montgolfière. L'écriture, et même en marketing en général, plus tu mets dans la montgolfière, tu as l'impression que tu rajoutes des idées, c'est stylé, tes mots, ils sont longs, ils sont pas vus à côté. C'est pas vrai, tu charges la montgolfière. Moins tu as de choses, plus tu vas haut. Donc là, déjà, j'arrive sur ce titre, c'est long. Valran Moulet-Berthaud n'a pas sa langue dans sa poche. Tu vois, je le dis à l'oral, déjà, c'est lourd. Donc le premier truc, moi, j'aurais fait, c'est les anciens médias ou les médias tradis sont des hypocrites, mais c'est pas le pire. Ou alors, mais la relève arrive. Mais Valran est là. Et tu vois, tout de suite, ça te permet de mettre ton tag, ça te permet d'avoir une accroche où tout de suite, il y a la promesse de l'épisode. L'épisode, il parle de quoi ? Il parle du fait que les nouveaux médias vont bientôt remplacer les anciens médias, du genre YouTube est la première chaîne de télé, TikTok est le moteur de recherche numéro 1. En fait, et Louise Aubry sort un podcast, Louise Aubry qui est podcasteuse, sort un podcast avec France Inter. Elle est sur les antennes traditionnelles. Les youtubeurs sont invités sur les plateaux télé. Donc en fait, j'imagine que ton épisode parle un peu de ça. Et tu vois, ici, moi, je vais aller raconter tout ça. Je vais donner des exemples et je vais taguer. Parce que les gens, quand ils vont voir la Juju Fitcat est présentatrice télé, Louise Aubry est chroniqueuse sur France Inter, plus tu vas leur donner des exemples. Léa Mafouf est créatrice de mode. Plus tu vas leur donner des exemples de la percée de la créateur économie des nouveaux médias avec les médias traditionnels, ou même ça peut être avec les business traditionnels, par exemple. Tu vois, Léna qui sort un hôtel. Il y a plein d'axes, je ne sais pas de quoi parle ton épisode, mais tu vois, déjà, je mets 3 exemples bien sentis et les gens, ils sont capables de comprendre avec une liste à puces de quoi tu vas parler, pourquoi la transition, elle est déjà là et surtout, c'est la preuve par l'exemple. Et c'est pour ça que je te disais, moi, j'aime bien préparer mes podcasts parce que j'ai besoin de chiffres. C'est qu'aujourd'hui, c'est trop facile de sortir une opinion personnelle en disant voilà, mon gut feeling, ma baguette de sourcier m'amène là. C'est bien d'avoir du vécu, mais là où tu vas être vraiment fort et expert sur ta thématique, c'est quand tu arrives à croiser ton vécu avec la data, à mettre en fait en perspective tout ça. Et c'est ça que tu dois apporter dans ton post LinkedIn. Et derrière, la fausse règle du est-ce qu'il faut mettre le lien, tout ça. Si tu fais un bon post, tu peux mettre le lien dans ton post. On s'en fiche complètement. Mais là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aères, que ton accroche, elle pèse plus, comme quand tu fais une vidéo YouTube et quand tu les fais pour les autres. Il faut que tu ailles trouver le bon trigger qui va faire que les gens, ils vont s'arrêter, que tu vas avoir un paradoxe, un point de vue clivant, un plot. On s'attend pas à ça. Il y a quelque chose qui change. Dans les 2 premières lignes, on appelle ça hook et re-hook. Chez les Américains, c'est les 2 premières lignes de ton post. Derrière, la preuve par l'exemple, tu t'appuies sur les pains, les problématiques. Tu éclaires la solution. 1 heure de discussion à bâton rompu avec Valran. C'est gratuit comme le sourire et c'est ici. Donnez-moi votre avis en commentaire ou une question simple et basta, le post il est fait. Tu le fais dans la queue du Franprix. Merci beaucoup. J'avoue qu'il y avait, alors sur la partie hook, c'était volontaire parce que le but c'était de montrer aussi que c'est le plus important parce que si le hook et le re-hook, comme tu dis, ne sont pas bons, les gens vont même pas lire la suite. Donc voilà. Sur la suite, alors pour le coup, le fait que ce soit pas SRS, c'était pas fait exprès, c'était juste une erreur. Donc merci d'avoir roasté mon post en live. Et pour le coup, moi vu que je sors régulièrement des épisodes, j'ai fait un peu mon petit template. Pour le coup, j'ai ma liste à puces. Tu fais bien. En gros, mon template, c'est généralement là où je me prends le plus la tête, c'est le hook et le twist qui vient derrière. J'ai ma liste à puces et je mets une photo qui met en valeur, on va dire, la personne. Ouais, la ou alors photo une a photo beaucoup de l'épisode, d'impact. ça je sais pas si... La photo, t'as des recos alors du coup sur... Énorme. L'impact de la photo, aujourd'hui, le post que j'ai fait dont je te parlais, avec une photo IA, la moitié des commentaires ne parlent que de la photo. Et il y a une expression américaine que j'adore qui dit « Visuals are the new headlines ». Les visuels sont les nouveaux titres. Et je la trouve extrêmement vraie. Et souvent, et je trouve que c'est aussi assez singé sur LinkedIn, tu vois maintenant, ils te mettent n'importe quel post avec une photo un peu leader d'opinion, en train de penser près d'une vitre. Tu vas gagner encore plus d'impact dans ta parole si tu as la bonne forme. Et du coup, si le visuel est cohérent avec ça. Si tu fais un pied de nez, tu vois, un de mes posts viraux, c'était on me voit dans un métro. Et en fait, je fais un post sur le fait qu'il y a des chauffeurs Uber qui ont tout compris et qui font 2 fois plus d'acquisitions que les autres. À la fin, je fais un pied de nez en disant « Si vous ne faites pas ça, vos clients finiront dans le métro, c'est-à-dire chez le concurrent. » En fait, plus tu vas raconter une histoire autour de ton visuel ou plus ton visuel va illustrer ta prise de parole, plus tu vas être fort. Donc là, je te donne un exemple et tu le fais très bien avec les miniatures YouTube.
Si tu parles du fait que les médias traditionnels sont cramés, j'ai envie que tu mettes peut-être un présentateur télé avec un long nez de Pinocchio et en face un Valran. Joue avec les codes du visuel parce que tu vas gagner beaucoup plus d'impact versus mettre juste la photo en studio. Ça peut marcher aussi si ton invité est méga connu. Tu as eu Yomi, tu as eu des gros invités dans ton podcast, donc pour toi, ça peut marcher. Pour ceux qui nous écoutent... Ah ouais, j'ai testé plein de trucs, si tu veux savoir. Ouais. Moi, j'ai testé donc la photo studio. J'ai testé de mettre la miniature YouTube. J'ai testé de mettre le teaser de l'épisode. Et j'ai testé de mettre une photo rien à voir, juste par exemple pour toi, c'est comme si j'allais chercher une photo sur ton Insta et que je la mettais, tu vois. Donc j'ai pas observé de surperformance particulière. T'as pas de différence, c'était à chaque fois. Je sais que le studio, je sens que ça marche moins bien quand même, mais de toute façon tu le vois. Une photo studio, ça c'est moins cool, quoi. Mais le reste, j'ai pas observé de vraie différence. Après, j'en ai pas posté 100 non plus, donc j'ai pas un backlog de fou. Teste la photo concept dont on parlait, c'est-à-dire illustrer vraiment ou faire un pied de nez au poste et aller au-delà de juste genre j'ai mis une photo et il y a un texte. Et la deuxième chose, évidemment, et ça tu le sais, c'est les shorts. Le fait de mettre un extrait de l'épisode comme ça. En fait, maintenant, à l'heure de l'économie de l'attention, les gens, il faut limite les payer pour regarder un contenu gratuit. Donc, c'est quelqu'un qui vient, et c'est d'ailleurs pour ça, souvent les créateurs, on est là, oui, mais pourquoi ils critiquent, c'est du contenu gratuit. Non, en fait, l'attention des gens, c'est payant. Donc, quelqu'un qui te fait confiance, qui met ta vidéo et c'est de la merde, bah, t'es responsable. La personne t'en veut et tu lui dois de l'argent. Je force un peu le trait. Mais ce que je veux expliquer, c'est qu'aujourd'hui, la façon la plus facile, pour ceux qui ont des podcasts qui nous écoutent, la façon la plus facile de faire la promotion de ton podcast, si tu peux, c'est évidemment de faire des shorts parce que les gens voient ce qu'il y a à l'intérieur. Tu leur donnes une nugget. Bien sûr. Et tu leur donnes un sample. C'est l'échantillon chez Sephora, c'est la frite chez le camion qui fume. Tu leur donnes déjà un truc à manger et ils voient comment c'est à l'intérieur. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de churn. Moi aussi, je le vois. Mes posts avec photos donnent moins envie de regarder le podcast que si je leur montre comment l'épisode est fait. Parce qu'encore une fois, le funnel. Les gens, quand ils savent pas, en cliquant, ce qu'ils vont ouvrir, il y a toujours, c'est le biais de familiarité. Tu sais pas ce que tu vas trouver derrière, le call to action n'est pas clair, le visuel, la photo n'est pas suffisamment explicite sur l'étape d'après, j'y vais pas. Exactement, il faut qu'il y ait une cohérence. Donc là, sur mon exemple, encore une fois, du poste de Valorant, donc là, le hook était, encore une fois, volontairement, entre guillemets, pas bon, dans le sens où c'était une vérité, enfin, en tout cas, quelque chose que tout le monde pense déjà. Et donc, c'est exactement le piège dans lequel on tombe facilement, même moi encore, probablement très souvent. Le fait d'aérer, c'est très important. Là, je l'avais pas bien fait pour le coup. Les listes à puces, ça marche toujours, le formatage. Et penser mobile first aussi. Voilà. J'aurais bien aimé te montrer du coup le post du coup de ma copine parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants que ça pourrait intéresser en 8 minutes. Hein. Vraiment, je te montre. Parce que c'est un cas récurrent que je vois. Tous ces potes de promo, etc. sont dans la même galère. Enfin, tous les gens qui arrivent en fin d'études et qui doivent poster leur projet, trouver leur premier boulot et tout. Déjà, il y a un truc qu'elle a fait qui est très bien. C'est qu'elle a posté un document. Les carousels marchent super bien sur LinkedIn. Attention, carousel n'est pas poster 5 photos, parce que là, vous verrez les 5 photos dans un ordre dantesque. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir un PDF. Donc, déjà, elle a posté son Fashion Book PDF. C'est top. En termes de format, le premier truc que tu vois là, c'est que c'est pas lisible. Tu vois, et on est sur mobile, donc 60% du trafic sur LinkedIn, encore plus sur les autres réseaux. Là, moi, je ne lis pas. Et du coup, ça crée une première friction. Peut-être que tu vas me dire, mais Caro, l'idée, c'est pas de lire, c'est une maquette. En fait, ça me crée une friction. Je vois des pattes de mouche. Et pour quelqu'un qui me vend de l'image, tu vois, tout de suite, je me dis, ah, là, j'ai un problème de format. Donc, la première chose que vous pouvez facilement corriger, c'est est-ce que c'est responsive ou pas ? Est-ce que c'est pensé pour mobile, comme tu disais, mobile first, c'est encore mieux. Responsive, ça se décline sur tous les formats. Mobile first, ça veut dire c'est pensé d'abord pour l'usage mobile, qui est toujours prépondérant. Donc ici, Fashion Book, ce que j'observe, c'est que je vois pas mal de pattes de mouche. Je comprends pas l'idée directive. Par contre, ce qui est très bien, c'est qu'elle a fait un document, donc il y avait un potentiel viral en soi. Mais ici, j'aurais préféré qu'elle me fasse un carrousel qu'elle va me faire sur Canva en disant « Hello, moi c'est Laura et je peux faire 3 trucs pour toi ». La première chose, c'est que je peux... alors, et c'est là où... Directrice artistique, la première chose, c'est que je peux t'aider à faire des shootings photos qui finissent pas à la poubelle. J'en perds ma voix. Parce que là, je m'appuie sur la peine de... En fait, pourquoi les gens vont chercher des directeurs artistiques ? Parce qu'ils font des trucs et au final, ils se disent « Ah, j'aurais dû passer par un professionnel, j'ai perdu des thunes. » Donc, je vais chercher les objections en même temps et je les adresse. Deuxième chose, tu vas chercher un directeur artistique parce que tu veux donner une vraie patte à tes contenus, avoir un contenu remarquable pour qu'on arrête d'aller acheter chez ton concurrent.
Donc, je veux sortir du lot. Et la troisième chose, potentiellement, pourquoi est-ce qu'on fait appel à un directeur artistique? Je connais pas hyper bien ce milieu. Donc, avoir du contenu remarquable. Moi non plus, c'est pour ça que je te laisse en galère. Je voulais pas le faire de tête tout à l'heure. Et oui, la troisième chose, c'est que ça va te permettre certainement de décliner tes contenus. C'est-à-dire que pour l'instant, tu es présent sur un seul canal parce que tu sais pas faire et tu dis, je voudrais déployer un média, un journal. Je voudrais donner une vraie identité visuelle à mes posts Instagram. Donc en fait, là, elle va te dire, je suis aussi un mouton à 5 pattes et je vais te permettre de prendre ce que tu as fait et qu'on le décline partout pour que tu aies plus d'impact et plus de ROI. Donc tu vois tout de suite, ici, Laura, elle me touche parce que elle me dit, tu es créateur d'entreprise ou tu es une start-up dans la tech où il faut qu'on affine sa cible parce que tu vois, là justement, on a un profil qui a une mauvaise directrice artistique, chef de projet. Il n'y a pas de tunnel dès sa ligne de présentation, la golden sentence. J'ai pas compris qui elle adressait. Mais une fois qu'elle aura bossé ça, elle va pouvoir avoir une stratégie de contenu plus cantonnée parce que plus tu mets du cadre, plus tu fais de la conversion. Donc une fois qu'elle m'aura dit, ma cible, Caro, c'est les solopreneurs. Donc là, je vais apostropher les gens et je vais dire, solopreneur, je suis Laura et je peux faire 3 trucs sur toi. Ou 3 choses. Après, il faut faire attention l'idée, c'est pas de faire à chaque fois 3 trucs, 5 techniques. Il faut faire attention à pas se positionner comme ça. Mais je m'appelle Laura et tu le sais pas encore, mais je peux changer ton business. Je peux changer tes revenus. Tu vois, je vais aller trouver où je peux changer ta création de contenu si on est sur les solopreneurs. Donc, je vais faire un hook, rehook sur l'attention de ma cible. Et je trouve ça sympa, comme elle n'a pas beaucoup personal brandé pour l'instant, qu'elle fasse du contenu vraiment incarné. Je m'appelle Laura, tout ça. Il faut penser aujourd'hui que les gens qui vont sur vos contenus, ils vous connaissent pas. Donc, à chaque fois, tu repars à zéro pour aller toucher une nouvelle personne. Et il faut pas partir du principe que, tu vois, Laura, elle commence, elle dit, on m'a donné carte blanche, voici ce que j'ai fait. Ouais, mais Laura, LinkedIn, c'est pas ton papa. Il te connaît pas. Et du coup, il va pas t'aider si tu lui donnes pas un trigger, si tu lui dis pas, tu devrais t'arrêter parce que si tu t'arrêtes pas, t'es dans la merde. En dernière année de master management de mode, j'ai réalisé ce fashion book dans le cadre d'un cours de design graphique donné par Monsieur Thierry. C'est trop bien d'avoir tagué Thierry. J'adore. Mais l'histoire, elle me happe pas parce que c'est pas ça que je veux entendre. Aujourd'hui, elle cherche un job dans la DA. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter qu'à côté, on ne peut pas m'apporter? Est-ce qu'elle est polyvalente? Est-ce qu'elle est ultra clivante? Est-ce qu'elle a fait ses preuves? Et que c'était la numéro 1 et que c'était le petit poulain de Thierry qui avait 1500 étudiants et c'est elle qui l'a choisi pour faire sa thèse? J'en sais rien. Mais voilà, et terminer par actuellement en recherche d'emploi, ça va pas. Parce que, et tu sais, la tension business, elle vient toujours du fait que, en fait, il y a la désirabilité. Donc, actuellement en recherche d'emploi, tu oublies. C'est plutôt, je passe des entretiens actuellement, il me reste 3 slots, prends rendez-vous maintenant. Et inverser, là, ça va permettre de créer beaucoup plus de demandes que actuellement en recherche. Vous êtes freelance, si vous dites actuellement en recherche de clients, je peux vous dire que vous n'allez pas remplir votre calendrier. Il faut que Laura, elle pense exactement pareil. Incroyable, merci. Franchement, tu as donné tellement de choses. Mais je suis trop content que tu aies pris le temps de l'analyser, donc merci beaucoup. Ah, mais j'aurais pu dire plus que ça, mais je sais que ça, on ne peut pas endormir les gens. Enfin, tu dois en voir passer aussi, mais il y a quand même énormément d'étudiants, d'étudiantes qui sont dans ce cas-là. Sur LinkedIn, on en voit beaucoup passer, soit des CV, même pas des étudiants d'ailleurs, mais juste des gens qui recherchent. Et c'est un peu souvent ce type de poste-là. Elle, pour le coup, c'est une meuf d'Insta, c'est son poste de l'année, tu vois. Donc, tu vois, j'enchaîne un peu sur mes questions plus rapides pour terminer, parce que je te libère après. Mais la régularité, à quel point c'est important? Est-ce qu'on peut, par exemple, être étudiante ou pas du tout d'ailleurs, mais poster une fois tous les 3 mois quand on a un truc à montrer ou à partager? Si c'est un banger, comme tu disais, il faut se concentrer sur la qualité. Est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est soit tu y es pas? La régularité, c'est pas important si ça nuit à la qualité de ce que tu fais. Je donne un exemple, mon associé Arnaud. Il n'a pas posté sur LinkedIn depuis 1 an. Là, on sort une nouvelle offre et il me dit, Caro, j'ai bien réfléchi. Oui, parce que c'est le luxe de mes associés, c'est qu'ils me disent, j'ai bien réfléchi. Je veux que tu me fasses un post. C'est pas, normalement, tes potes, ils te disent, je vais faire un post. C'est, j'ai bien réfléchi, tu vas me faire un post. Et du coup, il me dit, oh là là, mais j'ai pas posté depuis longtemps, il va falloir rééduquer l'audience. Alors ça, oui. Si LinkedIn est ton canal d'acquisition, il va falloir rééduquer l'audience. Je te réponds sans bullshit sur ta question où tu me dis, j'ai une grande annonce à faire. Tu vas pas me taper 1 mois de création de post pour faire the post avec ton annonce à faire. Hier, Arnaud, il a fait son post, il a eu 15 000 vues.
Et pourtant, ça fait 1 an, tu te dis les gens m'ont oublié, machin. Les gens t'ont pas oublié parce que c'est les réseaux sociaux et l'algo. S'il y a bien un truc où il a changé, parce qu'on dit tous les 4 matins, l'algo a changé. Le vrai point où l'algo a changé, 100% vérifiable sur la data. Avant, c'était basé sur les gens. Donc, Laura, toi, moi, on était visible de nos papas, de nos tantes, de nos oncles, de notre réseau proche. Maintenant, l'algo, il est plus basé sur les gens, il est basé sur les centres d'intérêt. Donc, on est visible des gens qui consomment nos mots-clés. Et tu as compris pourquoi aujourd'hui, toi et moi, on fait des agences de contenu et on va bientôt être les rois du pétrole. Le contenu, c'est intéressant parce que le scale, il est infini et à partir de 0. Quand tu te dis, oui, il faut réchauffer l'audience, machin, c'est vrai que les gens mettent du temps à percer quand ils n'ont pas les codes. Déjà, quand ils sont bien accompagnés, ils mettent beaucoup moins de temps à percer, tu le sais très bien. Et puis, surtout aujourd'hui, tu repars de 0, t'as pas posté depuis 3 mois, on s'en fout complètement. À partir du moment où tu partages un truc qui est intelligent, où tu parles un peu à la personne. Je dis souvent aux gens, quand j'ai notamment des étudiants, des juniors qui me disent « je sais pas quoi dire », je leur dis « parle à la personne d'avant, parle à toi avant, fais une note ». Ma nouvelle section, c'est « note à moi-même » ou « note pour le futur ». Tout de suite, ça décoince. Parce que sur les réseaux sociaux, souvent, on est bloqué parce qu'on se dit « je veux dire un truc intelligent ». Non, moi, aujourd'hui, je suis pas suivie par mes potes qui font du marketing à mon niveau. Mon audience, c'est les gens qui sont à l'étape d'avant. Donc, il faut accepter parfois d'être moins intelligent sur les réseaux que ce que tu n'es parce que tu n'adresses pas tes pairs. Le but, c'est pas d'être expert. Si le but, c'est d'aller chercher là, pour nous, des clients ou pour Laura, un job, il faut qu'elle parle à cet entrepreneur qui est à l'étape d'avant, c'est-à-dire qui sait pas faire une ligne, qui sait pas faire une charte graphique, qui n'a pas compris qu'on pouvait décliner ses canaux et décliner ses contenus sur toutes les plateformes et doper son ROI. Donc, en fait, il faut parler aux gens de ce qui les intéresse. Et donc, c'est un très bon, pour moi, c'est un très bon trigger de se dire la régularité, si vous n'avez pas un vrai canal d'acquisition derrière qui en dépend, c'est pas grave. Si c'est pour faire une annonce, tu as eu ta graduation, tu sors une nouvelle offre, tu vas voir que tu vas avoir un très bon répondant si ton post est intéressant. Il y a un truc que tu as mentionné très rapidement tout à l'heure, mais sur lequel je suis resté bloqué parce que je trouve que c'est super et je le fais pas, mais je pense que je vais essayer de le faire pour les prochaines fois. C'est d'imaginer en fait que ton hook, que tu le cries dans la rue en fait aux gens qui sont en train de passer. Et en fait, de qui est-ce que tu as envie de retenir l'attention? Est-ce que c'est tout le monde, auquel cas tu vas faire un post peut-être plus divertissant, mainstream, etc. Si tu cibles des chefs d'entreprise ou des créateurs, etc., bah, tu vas pas crier la même chose, c'est ce que je veux dire. Je sais plus qui avait dit ça parce que ça, en fait, ça m'a raccroché. Mais c'est un bon exercice de se dire, en fait, si t'es dans un marché bondé et que t'es là, tu cries des trucs, qu'est-ce qui fait que les gens vont s'arrêter à ton étalage? Si ton étalage, c'est ton poste, tu vois ce que je veux dire, ou ta vidéo. Ce que je dis souvent, c'est un peu parce que crier, le problème, c'est que c'est quand même un peu intense. Tu vas voir quelqu'un dans la rue, qu'est-ce qui fait qu'il te donne l'heure et il passe pas son chemin? Et souvent, tu fais réciter aux gens leur post LinkedIn. Par exemple, Valran Moulet-Berthaud n'a pas sa langue dans sa poche. Tu vas me dire, ok, Caro, so what? Par contre, si je te dis, les médias tradis sont des gros hypocrites. Mais demain, ça va changer. Peut-être tu vas me dire, ok, dis-moi plus. Donc, c'est un peu le test de juste aller voir quelqu'un, penser à vous réciter votre post à quelqu'un, et souvent pour décrocher aussi le syndrome de l'imposteur, je dis aux gens, en fait, parle à ton meilleur ami et apprends-lui un truc, tu vois, tous les deux, voilà, pour faire une bonne accroche, il suffit de mettre de l'émotion. Tu vois, là, déjà, c'est comme si j'étais en train d'écrire. Carrément. Après, j'ai une mini liste de questions où tu peux me répondre par oui, non, très rapide. La dernière que je voulais aborder avec toi, c'était l'IA. Ouais. À quel point on utilise l'IA ou pas pour rédiger ses posts? Est-ce que c'est une bonne source d'inspi? Est-ce que le copier-coller un post rédigé, aussi bien prompté soit-il, ça marche? Alors, c'est une bonne source d'inspi si tu viens de débuter et que tu n'as pas d'inspi. Si tu es toujours au contact de tes clients, si tu es non-stop dans des apéros networking, si tu es un consommateur aguerri de contenu, les meilleures idées vont pas être sur des outils IA, honnêtement. Par contre, si tu viens de te lancer, que tu n'as pas beaucoup de temps et que tu n'as pas la culture réseaux sociaux, Magic Post, inspiration de post, ça fait le taf. C'est top. Derrière, il faut faire attention, c'est pas faire un post 100% IA. Si tu as un post 100% IA, tu vas avoir zéro résultat. Voilà, c'est tout. C'est un post sans âme. T'es pas derrière, ça se sent et tu peux duper personne, comme dit Polydie. Tu veux duper qui? Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est tu vas chercher éventuellement de l'inspiration si t'es pas déjà au contact de tes clients, parce que normalement, tes clients, c'est ta meilleure inspi. Derrière,
Si tu as besoin d'aide pour formuler ou reformuler ton post, tu peux. Mais du coup, à quel stade t'interviens? Moi, par exemple, ce que je fais souvent, c'est que je vais créer un pré-mâchage de mon post par rapport à ce que j'ai déjà écrit. Je lui dis tout ce que je veux faire. Et par exemple, j'utilise beaucoup la dictée vocale. J'utilise la dictée vocale, je lui dis tout ce que je veux faire. Et derrière, en fait, je vois qu'il me le remet en forme, qu'il m'apporte d'autres axes qui me font triper ou pas d'ailleurs. Et je vais le construire un petit peu en puzzle comme ça. Donc aujourd'hui, j'utilise Magic Post, LinkedIn Viral Post Formatter, que tu peux mettre en agent ChatGPT. Un truc qui est vraiment sous-coté, c'est Blabla pour les commentaires. Les créateurs de contenu, ils ont des commentaires dans tous les sens. C'est hyper chronophage. T'as pas envie de les automatiser parce que ça pose des dingueries. En fait, Blabla, il utilise, ça coûte 20 balles par mois, il utilise tes commentaires précédemment mis pour te faire des suggestions de réponses. Donc, c'est ta tonalité, c'est un peu ta façon de répondre, donc les questions les plus communément posées. Et en fait, il te demande une prévalidation. Tu peux modifier, j'imagine. C'est génial. Donc, tu arrives sur YouTube, sur Insta, YouTube Shot, tu vas avoir genre 20 commentaires en attente. Et en fait, tu as juste à faire approuver, mettre un petit truc en plus, bouger une virgule. Et tu vois, c'est de l'automatisation, mais smart. En fait, l'IA, ça marche, mais ça doit pas être sur toute la chaîne de ta création de contenu. Content de ce petit tip, je connaissais pas Blabla, ça a l'air c'est stylé, canon. Trop bien. Et je réfléchis s'il y a d'autres choses, mais ouais, non, derrière, tu peux utiliser tout ce qui est... moi, je programme énormément mes posts, tu vois. Pour le coup, c'est pas de l'IA, mais quand je vois les créateurs qui font leurs posts au jour le jour, maintenant en natif, même sur Insta, sur LinkedIn, tu peux tout programmer. Les gars, vous en privez pas. Là, c'est pas la partie IA, mais c'est la partie ce que tu peux automatiser. C'est quand même dommage, je sais pas toi, mais moi j'en vois encore beaucoup qui se disent il est midi, il faut que je fasse mon post. Fais ça le lundi, tu les prévois tous et tu les programmes. 100%. YouTube aussi. Hein. Ouais. Je rigole parce que on essaye d'y travailler ensemble, mais c'est important effectivement sur toutes les plateformes. Ah oui, parce que moi j'ai pas assez d'avance dans mes épisodes. Moi le problème c'est que je reçois mes épisodes le mercredi et le vendredi à 6h du matin ils sont en ligne. Mais c'est mon rêve de programmer. Ouais, sauf qu'il faut les monter entre temps et tout, donc c'est encore plus compliqué qu'un post LinkedIn, pardon. Mais 100%, ouais, complètement. Est-ce qu'il faut supprimer un post qui marche pas? Non. Tu laisses même les plus gros bids, tu les laisses. Alors, est-ce qu'il faut supprimer un post qui a fait du tort à quelqu'un? Oui. Il y a plein de gens qui m'appellent sur des bad buzz où il y a un truc qui tourne au vinaigre et ça arrive vraiment chez les gros entrepreneurs aussi. Il y a des gros entrepreneurs qui suppriment encore il n'y a pas longtemps une vidéo YouTube, elle est restée en ligne 10 minutes, ça m'a fait trop rire. Mais il vaut mieux supprimer un contenu qui peut t'attirer des ennuis dans ton business, même si ça peut être un concurrent, un machin. Moi, je suis très karmique. Fais attention, si en fait ça t'attire des mauvaises choses, voilà. Si après tes posts dérangent des gens qui sont de nature, pas des gens que tu as envie d'inspirer, avec qui tu as envie de travailler, on s'en fout complètement. Et ça, je voulais dire un flop, vraiment juste tu postes, ça fait un like. Ça, je le supprime c'est ton pas. frère moi. Et ça fait 3 vues parce que juste c'est un mauvais post ou quoi. Genre vraiment dans le sens où c'est un peu la honte. Ouais. On supprime pas par honte quoi. Dans mon livre, ça n'a pas d'impact algorithmique. Que tu recevras bientôt, il y a le Wall of Shame. J'ai mis tous mes pires posts LinkedIn. Et en fait, c'est la partie que les gens préfèrent dans mon livre. Parce qu'en fait, le moment où tu te dis « j'ai vraiment progressé », c'est quand tu as un référentiel qui est éclaté au sol. Quand tu regardes ton post d'avant et que tu dis « waouh ». Et le problème, c'est que si tu enlèves tous tes mauvais posts, tu biaises ta data. Et moi, la data, c'est ce que je regarde pour progresser. Et le problème, c'est quand tu supprimes aussi l'empreinte. Tu vas pas pouvoir recéter, tu vas pas pouvoir travailler sur cette donnée. Donc, tu gâches, pour moi, en tout cas, tu gâches ton A/B testing. Et si tu gardes ton post 1, c'est l'école de l'humilité. Tu pourras dire dans un an, ouah, je pars de là, et ça te fera certainement un super bon contenu. Moi, je l'ai mis dans mon livre, mais les créateurs de contenu, souvent, font un post en disant, regardez ce que j'ai fait, regardez d'où je viens. Et la deuxième chose, ça fausse la data. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné sur les réseaux? S'il y en a un, si t'en as pas. Que tu peux pas te lancer sans stratégie. Je trouve ça trop dommage. Nous, typiquement, plus on a un client qui a fait des choses avant, plus on se régale. Et souvent, les gens arrivent et disent « regarde pas, regardez pas ce que j'ai fait avant, ça va vous donner une mauvaise image, vous allez pas me prendre. » Et on leur dit « Plus on a de data, plus on est fort. » Et en fait, aujourd'hui, le pire client, c'est celui qui n'a laissé aucune trace, où en fait, on commence à travailler avec lui sur son contenu. Et je pense qu'il faut se lancer
hier, tu vois. Faut pas se poser la question de il faut que j'ai une stratégie, du beau contenu. Et il y a encore beaucoup de personnes qui te conseillent de attention, ne vous lancez pas sans stratégie, vous allez droit dans le mur. Non, lance-toi sans stratégie parce qu'il faut d'abord te lancer. Et par contre, dès que tu as des premiers chiffres, une première stratégie qui va être la bonne se dessine, parce que la bonne stratégie, c'est celle qui vient de ta data. C'est pas celle qui vient du gourou LinkedIn, de l'expert Instagram, de ce que pense ta mère ou de ce que te conseille ton pote. Si tu dois supprimer un réseau pour toujours, c'est lequel? TikTok. Okay. J'aime pas. Voilà. J'aime parce que c'est chronophage ou parce que j'aime pas ce que j'y trouve. C'est un très mauvais carrefour de conversion, dans le sens où on fait beaucoup de vues sur TikTok, mais il y a très peu de conversion. Et ça, pareil, on l'a traqué à poste égal, à chiffre égal en termes d'engagement et en termes de vues. TikTok, c'est ça ne ça marche pas, ça pique pas. Ça remplit pas ses promesses. Ouais. Ça remplit pas ses promesses. Donc il y a peu de conversions et je trouve qu'il y a très peu de ROI sur TikTok. Et je te donne un exemple. J'ai des abonnés sur TikTok. Les marques veulent m'acheter du TikTok. Je leur dis non. Et encore il y a pas longtemps, on a voulu m'acheter un post sponsorisé. Je leur ai dit non. Je te vends pas du TikTok parce que je sais que tu ne vas pas avoir tes résultats. Est-ce qu'il y a un truc que tout le monde fait sur LinkedIn que tu détestes? Bah ouais, je dirais c'est les photos. On en abuse un peu trop. Autant, je dis souvent aux gens, faut avoir une belle forme, il faut incarner ses contenus. Autant tu peux pas te permettre de mettre une belle photo avec un prompt éclaté qui dit n'importe quoi, en mode rédige-moi un message inspirant sur l'entrepreneuriat. Et je trouve ça dommage quand les gens font ça. Tu vois, si tu as une photo qui est vraiment toi, que tu veux mettre en valeur, mets un bel écran. Me mets pas un truc que n'importe qui, une phrase que j'aurais pu ramasser par terre. Tu vois ? Voilà, c'est ça qui est dommage. C'est si tu mets une photo vraiment belle, profonde, où tu es en train de regarder par la fenêtre, raconte-moi un truc que tu n'as jamais osé me dire. Il faut que ce soit cohérent, encore une fois, le besoin de cohérence. Ton unicité, ce que tu es le seul à penser. Est-ce qu'il y a un truc que les gens croient sur toi, mais qui est 100% faux? Ah oui, alors il n'y a pas longtemps, on m'a dit, c'est Alex Viseo qui m'a dit ça. Il me connaissait déjà, mais il m'a présenté une copine. On a bu un verre entre potes à plusieurs. Et il m'a dit, Camille m'a dit que t'étais beaucoup plus douce que ce qu'on pensait. Et j'ai oublié de te le dire, Caro, mais moi aussi, je pensais ça de toi au début. Je pense que le fait de travailler dans des milieux où j'ai intérêt à être précise, je dois être juste et je dois appuyer tous mes propos, parce que le marketing, c'est une science et on l'oublie souvent. Ça m'a rendue très assertive. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se disent Caroline Mignot, si je bois un verre avec elle, c'est pas quelqu'un qui est doux, ça met la pression. Il y a beaucoup de gens qui me disent, et dans mes équipes aussi, quand je les rencontre pour la première fois, ils sentent une certaine pression parce que c'est vrai que j'ai énormément de rigueur et énormément de précision et c'est une déformation professionnelle. Et c'est vrai que quand on va boire un verre avec moi, en tout cas là, il y a 2 semaines, c'est pas rare qu'on me dise mais en fait t'es soft. Moi tu vois, je fais du yoga, j'adore écouter les autres et ne pas parler parce que je suis au repos. Donc je pense que c'est un truc qui surprend les gens dans ma vie perso. C'est trop marrant l'argument je fais du yoga. Vraiment, ouais, et pas du Krav Maga. Oui. Et pas, tu vois, je suis pas dans un truc de top performer. Je suis vraiment dans ma vraie vie. J'adore rien foutre. Moi, mon rêve, mon activité préférée, c'est lire. Le silence, la paix. Et tu vois, je suis pas quelqu'un qui aime la compétition. Et c'est vrai que souvent, quand on me rencontre, tu vois, il y a pas longtemps, je suis allée à Disney avec toute ma famille et mes potes m'ont dit mais toi, c'est sûr, t'adores les sensations fortes. Et je leur dis mais les gars, moi, c'est ma hantise, les sensations fortes. Je suis pas du tout dans ce côté très yang qu'on peut voir parfois sur les réseaux sociaux, la performance, la compète. Il faut être un high achiever. Dans ma vie, j'adore buller et rester tranquille. Ouais, les gens ont peur que tu leur parles comme sur LinkedIn dans la vraie vie. Toi C'est juste ça, ok. Merci Caroline. Bon, j'aurais aimé qu'on parle d'un milliard d'autres choses, le podcast, même Instagram, etc. Il y avait plein de sujets, mais il faut qu'on conclue cet épisode. C'est quoi maintenant tes projets, maintenant qu'on a parlé de tout ça, qu'on a vu tout ce que tu faisais, donc ta agence personnelle qui est quand même ton focus, et tu crées beaucoup de contenu très pertinent pour tous les gens intéressés pour le marketing. Où est-ce que tu renverrais les gens le plus après avoir... écouter cet épisode? Donc sur LinkedIn, j'imagine déjà, on en a quand même beaucoup parlé. LinkedIn? Honnêtement, je réponds partout. La seule chose, c'est que quand vous me posez des questions sur vos business, je vous donne toujours rendez-vous. J'ai un live que je fais une fois par semaine, le jeudi à 13h. Et ce que je ne peux pas faire dans la messagerie, c'est aller voir vos sites internet, tout ça. Donc je le fais
dans la hotline, dans mon live. Mais vous pouvez me parler sur tous les réseaux. Je réponds à tout le monde, absolument tout le monde. Mais si c'est une question business, le mieux, c'est de venir en parler en live. En plus, ça vous fera de la visibilité. Trop bien. Et c'est quoi l'ambition que tu as aujourd'hui? Est-ce que c'est un objectif de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est des chiffres sur tes réseaux? C'est quoi un peu ton focus là en ce moment? Mon focus en ce moment sur agence personnelle, c'est vraiment d'en faire le leader de la personal brand en France, maintenir cette position-là. Et je pense que le gros play qu'on va devoir amener, c'est le personal branding, c'est pas de la visibilité, c'est un impact sur ton revenu. Et du coup, c'est un canal d'acquisition. Et je pense que ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah oui, vous êtes une agence de com ». Et ça, c'est le truc, ça me fait saigner les yeux quand je lis ça. On n'est pas une agence de com aujourd'hui. Le personal branding va devenir ton canal d'acquisition le plus héroïste. Et je pense que c'est ça que les fondateurs n'ont pas encore complètement compris. C'est pas est-ce que je dois être sur les réseaux, c'est combien de temps avant que tu disparaisses si ta boîte n'est pas social by design. Il faut que tu mettes quelqu'un sur tes réseaux. Le founder mode. Pareil, j'aurais trop aimé qu'on développe plus ça. Le fait de mettre ses employés, parce que le founder mode, le personal branding, les gens sont à peu près au courant quand même sur tous les entrepreneurs, entrepreneuses, mais demander à ses employés de le faire, c'est pas très commun quand même encore, j'ai l'impression. Donc bon, on en parlera une autre fois peut-être. Mais c'est la solution si toi tu veux pas y être. En tout cas, il faut mettre quelqu'un, il faut mettre un visage. Trop bien. Donc c'est ce qu'on peut te souhaiter alors, c'est que Agence Personnelle continue de cartonner et que ça grossisse, c'est vraiment ton ambition exactement. du moment, quoi. Apprendre aux gens à mieux se vendre. C'est notre vision. Trop bien. Et dernière question que je pose à tous les invités, c'est qui est-ce que tu verrais bien ici à ta place pour parler de création, de business, mais voilà, autour des réseaux sociaux? La personne la plus smart que je connaisse, c'est Clément. Et il est hyper sous-coté, pour le coup. C'est pour ça que je l'ai marié. C'est vraiment... on en parlait tout à l'heure, tu choisis un associé aussi quand tu te dis le mec est tellement brillant que s'il est contre moi, waouh, c'est chaud. Et franchement, on l'a pas beaucoup entendu parler, mais moi, il passe souvent dans mon podcast parce que c'est la seule personne qui me challenge vraiment en création de contenu. C'est la seule personne où je me dis oh waouh, enfin, il dit des choses que personne n'a dites et je pense que ça peut être intéressant parce qu'il est craqué, mais complètement mordu de YouTube comme toi. Biberonné à YouTube. Et même, tu vois, sur les shorts, il n'y a pas longtemps, il me disait un truc de ouf. Il me disait, en fait, la meilleure plateforme, le meilleur tremplin pour tester un contenu, c'est YouTube Short. Et tu vois, c'est la seule personne qui a cette connaissance très focus sur le contenu. Donc, Clément Soulet-Saint-Béat, je pense... c'est un bon invité. Merci énormément pour le reco. Après tout ce qu'on s'est dit là, ça pose le cadre. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir regardé écouté les derniers épisodes que j'ai pu faire, etc. C'est marrant que tu aies autant matché avec celui de Théo parce que c'est un contenu qui est tellement à l'opposé de ce que tu fais. C'est pour ça que ça m'intéresse. Je te le présenterai si tu veux. Très très cool. Franchement, voilà. Merci d'être venu encore une fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos retours, vos avis dans les commentaires. Évidemment, à mettre un petit like sur YouTube, ça aide toujours. Notez également sur Spotify et Apple Podcast pour ceux qui nous écoutent. Cet épisode-là aura été mieux sur YouTube quand même parce qu'on montrera beaucoup de choses à l'écran. Je viendrai répondre d'ailleurs. Si vous avez des questions, je viendrai répondre sous la vidéo. Mettez-moi des commentaires sous la vidéo d'Adam. Moi aussi, évidemment. Tu fais le taf à la même place. Toi, c'est normal. Moi, je suis obligé de toute façon. Merci beaucoup. À très bientôt dans un prochain épisode de Solo Créa. Merci Caroline. Ciao. À très bientôt. Salut. Merci. Petit rappel, vraiment tout petit, juste pour te dire que si tu es freelance et que tu cherches de nouveaux clients, ou si tu es créateur et que tu cherches le futur diamant de ton équipe, notre plateforme 100% gratuite Web Talent est disponible en description. Merci beaucoup et à très vite sur Solo Créa.